Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à notre programme hebdomadaire d'analyse et de commentaires de l'actualité de la semaine. Et nous commençons par la revue des informations portées à la une des journaux. C'est la revue de presse de Canal Presse. Bonjour, bientôt les élections, le temps du rapprochement entre les leaders des partis politiques. Des alliances à l'épreuve, plusieurs acteurs interrogés par Cameroun Tribune pensent qu'il s'agit d'une question d'intérêt, des coalitions basées sur des calculs à court terme. L'autre embarras, c'est celui des présidents fondateurs des partis politiques qui hésitent selon mutation à déclarer leur candidature pour l'élection présidentielle. Paul Biya, John Frondi, Ndam Joya et Belobouba Maïgari sont dans un vrai faux suspense. Pour l'UNDP, la suite c'est sans Célestin Bédigui qui, par voie d'huissier, a notifié son retrait de l'acte d'union entre le PAL et l'UNDP, une manœuvre préélectorale pour Essingang. Coalition ou division tout compte faire, l'inscription sur les listes électorales est un impératif. Tous les militants sont concernés et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais y tient, nous dit l'action, via la circulaire du secrétaire général du comité central du parti au pouvoir. Un militant engagé qui fait l'objet de déstabilisation, c'est le président du Sénat, Marcel Nyabdi Fendi. Accusé par certains journaux d'être le guide du président des sécessionnistes, le quotidien L'Épervier révèle que la deuxième personnalité du pays a été tout simplement patron à la semelle. Il reste fidèle à Paul Biya. L'orphelin croit savoir que Marcel Nyabdi Fendi est victime de sa fidélité au chef de l'État. L'homme n'est ni de près ni de loin, mentor d'Ayoub Tabé. Les vrais collaborateurs du chef de l'État sont toujours traînés dans la boue. Allez savoir pourquoi. Dans les coulisses du prochain remaniement ministériel, Sandétou observe que deux postes sont particulièrement convoités par certains membres du gouvernement qui veulent à tout prix et à tous les prix le poste du directeur du cabinet civil et celui du secrétaire général de la présidence de la République. Les postes de secrétaire généraux des ministères par contre sont moins sollicités et pour preuve, l'agriculture, les travaux publics, la fonction publique sont sans SG et ailleurs c'est la navigation à vue, constate expression économique. Dans les régions anglophones, les dernières nouvelles sont peu rassurantes. Les scènes de guerre racontées par le quotidien Émergence présentent des soldats qui continuent d'être tués, un haut gradé de l'armée blessé et des personnes déplacées. Signature assure avec les dispositions prises au plus haut sommet de l'État pour la sécurisation du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, les attaques meurtrières des sécessionnistes doivent cesser. Force est à la loi. Une autre guerre a stoppé absolument avant sa propagation à Yaoundé, le spectre des émeutes de la faim. Les produits de première nécessité connaissent une flambée des prix sans précédent sur les 3 dernières années. Intégration constate que le panier de la ménagère est très éprouvé. L'interconnexion des universités d'État est toujours attendue, même si dans la nouvelle technologie, les étudiants saluent dans le quotidien Le Jour l'acte fort du président avec ses ordinateurs PB. Un mois après l'arrivée des premières machines, Mutation fait savoir que le directeur général de Sichuan Télécom, entreprise de conception, est au Cameroun pour édifier les étudiants et parler de la maintenance. Le comité d'organisation de Miss Cameroun reste par contre dans l'ancienne technologie, avec les insuffisances à répétition chaque année. Le silence est rompu dans les colonnes de l'anecdote. Entre-temps, l'étoile du plurilinguisme suisse partage l'expérience helvétique avec le Cameroun. Le quotidien national bilingue présente Nicoletta Mariolini, délégué fédéral suisse, qui a échangé sur le bilinguisme et le multiculturalisme avec les autorités camerounaises. Un séjour visiblement fructueux, contrairement à celui de la mission d'inspection de la Confédération africaine de football, qui laisse plus d'un sur sa soif. L'actu rappelle qu'aucune communication n'a été faite à l'issue de la mission. Il y a cette inquiétude, mais pas de désarroi dans les coulisses. Bon dimanche et à dimanche prochain. À
À dimanche prochain, Bran Kamga, merci donc d'avoir revisité les unes de ces journaux pour nous. Et à la semaine prochaine, invité sur le plateau de Canal Presse ce dimanche, le professeur Armand Leka Essomba. Merci d'être là. Vous êtes sociologue, directeur exécutif du CERET, c'est le laboratoire camerounais d'études et de recherche sur les sociétés contemporaines, qui est à l'université de Yaoundé 1, une université où on entend parler d'un groupe de titulaires du PhD qui serait indigné, professeur, de ce que les recrutements là-bas ne sont pas clairs. Vous avez entendu parler de ce collectif qui s'appelle Revaloriser l'école par l'emploi des titulaires du doctorat PhD et qui a saisi le collectif, le président de la République, pour dénoncer l'opacité sur le recrutement des docteurs PhD. Est-ce qu'il y a des postes ouverts à l'université Yaoundé 1 et des postulants qui n'arrivent pas à y accéder? Non, le dernier recrutement, en tout cas à l'université de Yaoundé 1, je crois, remonte à presque un an, ou un peu moins. Et donc, j'ai entendu effectivement parler de ce groupe dans les réseaux sociaux. Oui. Il n'est pas le seul. Depuis peut-être un an aujourd'hui, il y a un collectif des titulaires de PhD, qui sont des professeurs de lycée, et qui ont écrit au Premier ministre. Il y a eu à Yaoundé 2, à l'université de Yaoundé 2, un collectif d'ATER, titulaires, je crois, de doctorat, qui ont écrit avec véhémence également au président de la République pour le saisir de ce qu'effectivement il faut créer des opportunités pour ces titulaires de PhD. Et donc le dernier groupe en date est celui que vous évoquez. Effectivement, le processus de recrutement à l'université en général, pas simplement ici, obéit à un certain nombre de procédures. La première procédure, c'est qu'il faut qu'il y ait ouverture de poste. En général, c'est pas beaucoup, mis à part l'expérience des 25 000, où on a fait un peu entorse au processus de recrutement. Et donc, lorsqu'il y a ouverture de poste, et l'ouverture de poste, en réalité, ça dépend ni du recteur, ni du ministre même de l'enseignement supérieur. Le ministre de l'enseignement supérieur demande autorisation au Premier ministre, puisque les universités, en tout cas aujourd'hui, ont des besoins. En fait, il y a très peu d'enseignants, effectivement. Et donc, c'est sur la base de ces constats, en termes de capacité d'encadrement des étudiants, que ces titulaires des PhD se demandent s'il ne faut pas créer des conditions pour, disons, leur donner une opportunité de participer à la formation des étudiants. Donc, c'est des polémiques constantes. Merci à vous d'être là donc. Merci à vous également, Bassero, secrétaire général du CRA, Croire au Cameroun. Vous avez entendu parler de ce qui est maintenant convenu d'appeler l'affaire Miss Cameroun, avec cette assignation à comparaître devant le tribunal de première instance du centre administratif de Yaoundé. C'était en référé d'heure en heure le 25 janvier dernier, l'audience a été reportée. Mais aussi, l'affaire devait déjà être pendante devant le tribunal des grandes instances du Fundi. Au-delà de ce que ce sont des affaires ouvertes, cela pose quand même un problème autour du mandat de Miss Cameroun qui, de plus en plus, d'année en année, fait parler de lui dans des polémiques et dans des entorses à la réglementation dans l'élection. Je voudrais que vous fassiez un commentaire sur cette affaire. Bonjour tout le monde, j'ai ma poitrine qui fait fouf, comme ça. Et pourquoi? Non, mais parce que ça me fait plaisir d'être là. J'ai pas envie d'être le dindon de la farce, donc j'ai un peu la pression du petit nouveau. Voilà. Donc je me détends. Non, Miss Cameroun, je sais pas. Moi personnellement, c'est pas vraiment une priorité en termes d'actualité pour moi. C'est-à-dire si je mets mon attention, je concentre mon attention sur une actualité ou sur une situation au Cameroun. Je crois que Miss Cameroun apparaît plus pour moi comme étant une diversion. Tu vois, parce que je crois que le Cameroun en ce moment vit des priorités un peu plus pressantes, tu vois, qui touchent un peu plus les gens, entre la crise anglophone, l'élection qui arrive. On a vraiment des sérieux problèmes en ce moment. Donc c'est un non-événement. Non, et je crois même que c'est pas seulement un non-événement. Je crois que c'est comme tous les non-événements, ils peuvent être dangereux parce que ça devient de la diversion. Parce que ça devient la diversion, c'est-à-dire que le peuple camerounais doit se focaliser sur les enjeux à venir, qui sont très importants, qui sont sécuritaires, qui parlent de leur vivre ensemble, qui parlent de cohésion sociale, qui vont marquer les prochaines années de leur vie. Et les signaux qu'on a aujourd'hui, quand même, sont en train de nous dire et de nous interpeller tous en tant que citoyens. C'est pas pour dire que Miss Cameroun, je veux bien, mais ça fait partie vraiment des camerounaisetés.
qui, moi, m'intéresse vraiment pas. Merci à vous également, Serge Éric Djou, d'être là. Vous êtes coordonnateur exécutif de l'Académie nationale de la Renaissance. C'est le MRC? Tout à fait. Alors, George Weah a prêté serment en début de semaine et il parle de ses priorités qui sont la paix civile et l'unité dans ce pays. Vous comprenez qu'il axe son mandat sur ces deux éléments? Bien sûr. George Weah, j'aimerais d'abord dire quelque chose. George Weah, en parlant de la nouvelle technologie, j'écoutais tout à l'heure votre revue de la presse. Je crois que le Libéria inaugure vraiment la nouvelle technologie, pas celle qu'on inaugure au Cameroun, avec ce monsieur qui part des stades de football pour les stades politiques. Il y a un exemple de déblocage de la société au Libéria. Et un jeune comme moi, je rêve d'avoir aussi cette société au Cameroun, au-delà de sa vision politique qui concerne précisément les Libériens, parce qu'il sait ce qu'il faut pour son pays. Ce que l'élection de George Weah m'inspire en tant que jeune Camerounais, c'est de voir qu'il y a une société qui s'est débloquée d'abord avec une dame, ce qui est inédit pour certaines démocraties entre guillemets, une dame qui a fait ses 2 mandats et qui a été appelée à se représenter vivement. Il y a eu des appels du peuple au Libéria. Non, elle a respecté les canaux. Tout à fait, elle a respecté les canaux démocratiques et c'est ce qui permet à George Weah de jouer le bon jeu. Il arrive là. Il a eu son expérience après 2 échecs. Finalement, je ne peux que dire wow, Mr. George. Donc, merci à vous. Je voudrais dire quelque chose sur George Weah, s'il vous plaît, 1 minute. C'est très important. D'accord. Vraiment. C'est pas seulement juste on a un joueur de football, mais ce que ça devrait nous inspirer, c'est la capacité des acteurs de la société civile, avec de gros profils, à s'impliquer dans le développement politique de leur société. Ça, c'est très important aussi. Il y a des gens qui ont l'impression qu'il y a un profil pour pouvoir impacter la société politiquement. Pourtant, non. Dans tout d'un coup, on a beaucoup de connaissances, beaucoup de gens qui peuvent et qui ont la capacité de mobiliser le peuple derrière un projet de développement, mais qui, à la fin, afin de ne pas être utilisés, commencent à devenir un problème. Merci à vous. Nous attendons encore Simon Meyanga et Jean Takougan pour être tout à fait complet avec le panel de ce jour. Et voici le sujet inscrit à l'ordre du jour des débats. Éléments de compréhension et présentation avec Ghislain Pierre-Essonneau. Candidat uni de l'opposition camerounaise, l'isotopie est devenue l'utopie au Cameroun. À chaque veille de présidentielle, la scène politique se veut mouvementée. Juste un échauffement qui donne lieu à l'arrivée à une compétition entre un nain et un obèse. Le nain, c'est l'opposition émité qui résiste à avoir en partage une idéologie. En l'état, c'est reparti comme en 2011. Et ils étaient 51 dans les vestiaires en cette année-là. À quelques 5 mois de la présidentielle 2018, on en est déjà à 11 déclarations de candidature, soit les mêmes questions, on se les pose en 3 temps. Première hypothèse, qui va soutenir qui et surtout qui va céder. Deuxième hypothèse, quel projet politique sera retenu en partage. Hypothèse numéro 3, qu'en sera-t-il de l'idée de primaire? C'est d'autant plus que les partis politiques auxquels je pense n'ont pas de capacité matérielle pour constituer un collège électoral, encore moins de faire l'unanimité sur l'organe d'organisation de ces scrutins. Des embrouilles qui auraient pourtant dû se taire et s'arrêter si l'initiative avait été inscrite sur la durée. Un temps pour construire un géant face à Paul Biya. Disons-le autrement, ni John Fundi, 77 ans, n'est pas l'ami de Ndam Djoya de l'UDC. Ils ont d'ailleurs démontré cette amitié à la veille des élections précédentes. Disons-le autrement, au moment où le RDPC se frotte les mains, lequel RDPC peut pénétrer les différentes plateformes et les faire tomber à la dernière minute par la démission de ses pions. Disons-le autrement, face au peuple, ces papiers opposants charismatiques et emblématiques au régime de Yaoundé donnent l'impression de ne pas pouvoir s'entendre, comme si leur âge dérangeait, mais pas en bien. Finalement, la question est, comment peut-on en arriver à harmoniser les contraires dans ce qui s'apparente à une jungle? On doit donc laisser le RDPC tranquille pour voir la candidature unie de l'opposition, encore elle,
si elle est un rêve impossible, un rêve possible ou encore un rêve réalisable, en contexte bien sûr. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici l'émission qui donne naissance à l'actualité. Bon appétit à tous. Merci Ghislain Pierre Essonneau. Alors depuis quelques semaines, vous l'avez dit, et même des mois, des partis et forces politiques se regroupent sous diverses appellations. Et l'un des objectifs semble être la candidature à la prochaine présidentielle et même dans les scrutins intermédiaires. Que peuvent donc ces coalitions? La dernière en date, vous le savez, c'est cette plateforme pour une nouvelle république autour de Maître Akeré Mouna. C'était ce mois de janvier. Nous allons donc questionner le jeu des acteurs, les enjeux autour de ces regroupements et surtout sortir par les leçons de tout cela. Et puis le reportage de la semaine nous conduira à Ngaoundéré, la ville château d'eau qui a soif et avec de nombreuses pénuries d'eau annoncées de ce côté-là, alors que notre reporter constate que le réseau est tout simplement obsolète. Mais commençons, si vous le voulez bien, par les partis déjà représentés sur ce plateau. Je commence par vous, Serge Djou. Le MRC, vous le dites, est dès la naissance une coalition de partis, une combinaison de forces politiques? Tout à fait. Le MRC est né d'une coalition, le MRC est né d'une fusion des forces politiques. Ça veut dire que le mot coalition, qu'il soit un jeu ou un enjeu, ne nous impressionne pas ou alors n'est pas nouveau chez nous. Parce que le MRC fonctionne déjà sur la base du consensus dès sa naissance. C'est-à-dire quoi? C'est un certain nombre de partis qui se sont mis ensemble pour dire écoutez, nous allons créer un autre parti, nous allons aspirer d'autres, comment ça s'est passé concrètement? Exactement, il y a eu dès le début des acteurs qui ont rassemblé plusieurs forces, que ce soit au niveau des OSC, que ce soit au niveau même des partis politiques. Tous ne sont pas évidemment restés, tous ne sont pas convenus de faire aboutir le projet de la Renaissance, mais certains sont restés. Voilà pourquoi je dis que la coalition est dans les gènes du MRC. Valsero, est-ce que le CRAC a déjà lancé une idée de formation d'une coalition? Oui, mais je crois que ce n'est pas un procédé obligatoire, personnellement. Donc ça donne l'impression d'être un procédé obligatoire lorsque vous pratiquez la politique dans un contexte bien précis, qui obéit à des mécanismes bien précis. Donc je crois que la démocratie à la camerounaise, qui aboutit évidemment dans un cul-de-sac, obéit à des mécanismes bien précis. Moi, j'ai aucun problème contre les coalitions. Déjà à la base, si les gens se mettent ensemble, c'est déjà quelque chose de magnifique. Ça veut dire qu'ils ont trouvé des mécanismes qui leur permettent de se mettre ensemble. Donc ce que je voudrais interroger moi personnellement, c'est peut-être la base des coalitions. C'est-à-dire sous quelle base les coalitions se mettent ensemble. Et ça, parfois, on pose pas cette question. On a l'impression que la coalition, c'est en fait la clé miracle. Il suffit juste de se dire, si on se met tous ensemble, et puis après, ben voilà, on a trouvé la solution pour pouvoir aller. Mais on n'interroge pas tous les autres mécanismes. Et ça c'est un peu un procédé qui existe dans un système de conservation de pouvoir. Parce que vous avez évidemment un système de conservation de pouvoir qui a une opposition de conservation de pouvoir. C'est-à-dire que ce n'est pas une opposition qui sort des règles institutionnalisées pour la pratique de la politique contextuelle. C'est-à-dire que c'est un peu comme on parle des listes d'inscription sur les listes électorales. Dans un système de conservation de pouvoir, on fait des campagnes pour pousser les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales. Comme si c'était une obligation, comme s'ils étaient sourds. Et s'ils n'y vont pas, on dit qu'ils sont idiots. Donc on ne se pose pas la question de savoir pourquoi ils n'y vont pas. C'est un peu comme si à un moment donné, on ne voulait pas vraiment écouter l'expression du peuple. Donc tout d'un coup, on est face à un problème difficile à comprendre. La pratique d'aller vers l'expression du peuple, et on se recroqueville sur nous-mêmes en tant que parti. Et on se dit, ok, si on fait des coalitions,
Mais oui, ça peut exister, mais c'est sur la base de quoi? Moi, je crois que c'est ça. D'accord, on en vient. Simon Mayanga, je vous accueille. Merci d'être venu. Merci, Carole. Je voudrais m'excuser pour ce léger retard. Oui, on a été très bousculé ces derniers temps. Le réveil a été très difficile. Je voudrais donc présenter mes excuses à vos téléspectateurs. Et de toute façon, je suis arrivé au mieux tard que jamais. Excuse acceptée. Alors, le RDPC a aussi quelques alliés politiques. On entre en plein là-dedans. On parle de l'UNDP, de l'ANDP, le FSNC et quelques autres partis. Est-ce que les alliances sont toujours d'actualité du côté du RDPC? Oui, parce qu'on n'a jamais dénoncé, par exemple, vous faites allusion à l'alliance avec l'UNDP qui n'a jamais été dénoncée, qui tient sur un certain nombre d'orientation et de décisions communes. Cette alliance tient et c'est ce qui explique la présence, par exemple, au gouvernement d'un certain nombre de militants de ce parti politique. Donc jusqu'à ce jour, cette alliance tient, évidemment avec les autres formations politiques. C'est des alliances de gouvernement, parce que le RDPC, au-delà d'être un parti du rassemblement, ne voudrait pas gérer seul. Il peut le faire, puisqu'il a gagné haut la main des élections. Et vous savez qu'en démocratie, lorsque vous avez gagné des élections, vous pouvez gérer donc seul et être seul comptable de votre gestion. Mais le RDPC, de la volonté du président Paul Biya, n'a jamais été de contrôler seul le pouvoir. Il le partage donc avec les formations politiques qui veulent bien cheminer avec lui dans la construction du projet de société que le président Paul Biya propose aux Camerounais. Alors, professeur Armand Leka Issoumba, voilà donc un bref aperçu, on va le dire comme ça, des forces des deux côtés en termes de coalition. Quelle est la base de ce qu'on annonce comme alliance ou coalition de part et d'autre dans le système politique camerounais? Je crois que les alliances ou les coalitions, effectivement, ne sont pas nouvelles. Depuis le début des années 90, il y en a tellement eu. Il y a eu, je crois, la coordination des partis politiques entre mars et novembre 91. La coalition va éclater du fait que certains qui réclamaient la conférence nationale souveraine, une bonne partie de ceux-là ont préféré aller à la tripartite. Et donc ça a eu pour effet de diviser cette coalition des partis d'opposition. Ensuite, il y a eu l'Union pour le changement autour de John Frundi dans le contexte des élections de 1992. Par la suite, il y a eu en 2004 cette sorte de coalition, je crois, pour la reconstruction et la réconciliation qui s'est décomposée, n'est-ce pas, à la suite de la désignation de Namjoya. Et John Frundi a estimé qu'il avait davantage de ressources pour représenter cette coalition. Et donc, il y a eu des coalitions gouvernementales, comme l'a évoqué Simon Mayanga. Donc, c'est pas nouveau. Ce qui se passe, moi j'observe avec un certain décalage que aujourd'hui, je crois que nous sommes à la fin d'un cycle politique. C'est un cycle politique, effectivement, qui a commencé dans les années 90 et qui est en train de se poursuivre aujourd'hui. Et ce cycle politique, dans son évolution, en fait, s'est enfermé dans une double dialectique. D'un côté, ceux qui récitent avec véhémence le Biya Must Go, et ceux qui, de l'autre côté, chantent le Biya Forever. Et donc, c'est à l'intérieur de cette dynamique et de cette dialectique que finalement le débat se focalise. Et donc, aujourd'hui encore, ce qui s'exprime à travers un certain nombre d'initiatives, de coalitions, de tentatives d'alliance, sont toujours effectivement obnubilés par cette dynamique. Il se trouve que, quoi qu'on fasse, ce sera la dernière élection probable du président Paul Biya. Et donc, ce que moi j'observe sur le terrain, c'est que ceux qui font la politique, dont les hommes politiques aujourd'hui, sont à dominante, disons, des gens d'une certaine génération. Et donc, les procédés, les réflexes, les discussions, les contenus même programmatiques sont encore orientés par, disons, les débats de cette génération. De sorte que l'ensemble des jeunes gens
qui, la plupart aujourd'hui, sont plus nombreux que nous. En tout cas ceux qui sont dans la quarantaine, ceux d'entre nous qui, dans les années 90, avec 14 et 15 ans, en fait, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués d'une certaine pratique de la politique. Beaucoup ont déserté les lieux de la mobilisation. Beaucoup se sont concentrés sur leur propre trajectoire individuelle. Et ceux qui sont, disons, de 30 ans en descendant, en réalité, certains avaient été séduits à l'époque par l'urgence de la pensée, ont perdu beaucoup d'admiration Et donc, finalement, lorsqu'on fait le profil, on se rend bien compte qu'il y a comme un cycle politique orienté par une génération et qui est en train de s'épuiser. Il y a certes des tentatives de renouvellement ici et là, mais cela ne va pas changer grand-chose. Permettez qu'on s'arrête justement sur ces tentatives de renouvellement. Le MRC, vous présentiez comme un parti de rupture de la génération, peut-être que le professeur Leka Essomba vient de décrire tout à l'heure. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Ça me permet d'embrayer. Quand le professeur Leka Essomba dit qu'ils ont été plus ou moins désabusés, lorsqu'ils ont été séduits par l'urgence de la pensée, lorsque l'auteur de l'urgence de la pensée passe à l'urgence de l'action. Bon, ça me permet donc de dire que le MRC... Vous pouvez rappeler justement qui est l'auteur de l'urgence de la pensée évidemment, le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto. D'accord. Je voulais dire que les coalitions, c'est... Évidemment, on ne peut pas vivre avec une scène politique qui n'est pas la nôtre. Nous sommes jeunes, nous voulons rêver, d'accord, mais ce qui est là, il faut faire avec. Et comment est-ce qu'il faut faire avec? Il faut démonter ce qui est là. Si on ne descend pas sur le terrain pour démonter ce qui est, on ne peut pas avoir déserté un champ et l'avoir abandonné à des conservateurs, à un parti qui est finalement... C'est pour ça que vous êtes rapproché du SDF, comme c'est annoncé ces jours-ci? Laissez-moi d'abord dérouler. Donc, il est question d'aller dans des coalitions pour occuper l'espace politique. Nous sommes en année électorale, il y a plusieurs élections locales même déjà d'abord. Le problème c'est que quand on dit coalition, les gens voient tout de suite seulement la présidentielle, font des fixations. Est-ce que on va se lever comme ça et combattre une mastodonte qui est en réalité l'État? Non. Il faut d'abord occuper l'espace politique. Voilà pourquoi est-ce que les coalitions sont importantes. Parce que qu'on le veut ou non, si vous me permettez même de rendre hommage comme ça à des partis politiques d'opposition qui vivent depuis longtemps, ne serait-ce que dans la forme, animent cette scène politique que certains jeunes ont déserté et ils veulent qu'on les applaudisse. Comme Valsero disait tout à l'heure, on en arrive à vous supplier d'aller remplir votre devoir citoyen. Parfois même des jeunes qui ont déjà la capacité de comprendre les enjeux de la scène politique. Le MRC procède donc par une plateforme parce qu'il faut d'abord réfléchir sur comment est-ce qu'on occupe l'espace politique. Pardon, occuper l'espace, c'est vraiment sur le plan géographique, occuper tout le territoire du Cameroun, de se rassurer qu'il y a au moins un militant de quoi donc? De l'opposition, d'une coalition, d'une plateforme, du MRC dans tous les espaces du Cameroun? Qu'il existe... Après, parce qu'il s'agit de procéder par ce qu'on appelle un comité exécutif technique. D'accord. Où on peut se mettre ensemble sur la base d'un programme. Est-ce que nous sommes d'accord que le pays va mal? L'objectif, c'est d'abord le changement. C'est d'abord le changement. Nous, on a un projet de société. Mais il faut qu'on se parle. Si nous voulons vraiment changer le pays, est-ce que nous sommes d'accord que le pays va mal? Alors, est-ce que nous sommes d'accord que à force de laisser un seul parti politique dominer toute la vie d'une nation, il n'existe pas de contre-pouvoir. Dès ce moment, tout ce qu'on va dire, c'est des retentissements de cymbales. Alors, dès ce moment, on aura recréé, redynamisé une volonté de faire que les jeunes et tout le monde reviennent sur la scène politique. Merci. On en revient. Simon Mayanga, donc, les coalitions, c'est d'abord pour vous arracher les terres que vous avez occupées depuis une trentaine d'années. C'est normal, c'est normal. Reste à questionner l'efficacité de ces coalitions. Le discours n'est pas nouveau. Nous, au RDP, si on regarde, on observe, peut-être avec un petit sourire en coin, ces formations, ces coalitions hétéroclites, qui sont parfois contre nature. Parce qu'il y a des gens qui font semblant pour la télé, pour le radio de la télé, pour les médias c'est bon, mais il y a des gens qui ne peuvent pas s'asseoir.
quand ils se mettent ensemble, c'est toi tu me soutiens et l'autre dit tu me soutiens, pour de la façade. Bon, nous, on observe, hein, on observe, et justement si la coalition, si les différentes coalitions qui se sont mises en place n'ont pas pu évincer le RDPC du pouvoir, c'est parce que ce RDPC-là n'avait pas, pour ne pas prendre le contre-pied du professeur Leka tout à l'heure, comme seule option, Biya Forever. Non, le RDPC a su se renouveler. Après les élections de 92, le RDPC a su se questionner. Qu'est-ce qui a failli nous faire perdre le pouvoir? Parce que le RDPC a partagé le pouvoir. Vous en convenez, à partir des législatives de 92, Probléa a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle à une courte tête devant John Fmondi. Tout ça a permis au RDPC de questionner son avenir. Il a su se remobiliser, a su se renouveler, et c'est ce qui a permis aujourd'hui au RDPC d'occuper l'espace, de gagner et de prétendre gagner des élections. Vous voyez, pendant que les gens sont à réfléchir sur comment Biya doit partir, comment est-ce que machin, nous, on réfléchit comment est-ce que nous devons inscrire le maximum de nos militants sur les listes électorales, parce que nous sommes conscients de ce que c'est le militant, c'est le vote, c'est l'électeur qui choisit définitivement celui qui... Pendant que les gens sont à espérer que nous, dans notre temps, nous déclarions, ou alors que Paul Biya déclare qu'il n'est pas candidat, au lieu de s'occuper, eux, de gagner leur élection, nous, on est concentrés là sur le matériel humain, qui est donc l'élément fondamental qui nous fait conserver, et qui nous fait conserver le pouvoir, et qui nous fait gagner l'élection. Donc, nous sommes là parce que nous avons justement su faire face aux différents changements, pas autant que les uns et les autres auraient pu le souhaiter, mais la capacité de renouvellement du RDPC, la capacité de questionnement, son avenir et son passé ont fait que le RDPC reste la première force politique du Cameroun aujourd'hui. Alors, Valsero, la coalition comme outil d'occupation de l'espace, est-ce que ça vous tente au CRAC? Non, je crois qu'il faut toujours questionner les solutions. Je suis moi, quand je vois ce monsieur en face de moi, il est très à l'aise. Simon Meyanga. Il est très à l'aise. Il est très à l'aise parce que il joue avec des cartes dont il maîtrise le contrôle. C'est ça le problème. Les partis d'opposition devraient se poser la question, est-ce qu'on a les cartes pour jouer le même jeu? Et quand ils décident, oui, on va jouer le même jeu, alors ils doivent savoir qu'ils se sont mis dans des règles particulières qui leur permettent de fabriquer parfois des choses improductives. La base de la coalition du RDPC, c'est qu'ils ont quelque chose à partager. Ils ont le pouvoir à partager. S'ils n'avaient pas le pouvoir, ils ne seraient pas en train de se vanter de la coalition. Mais la base de l'opposition, c'est aussi de prendre le pouvoir, non? Ah non, non, allons-y pas à pas. Eux, ils ont le pouvoir. Il a dit, on a gagné, on n'avait pas besoin des autres. Mais donc, on avait quelque chose à partager. Donc, on a juste partagé quelque chose qui était à nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la coalition, elle peut marcher. Elle ne marche que dans ce contexte-là. C'est pour conserver le pouvoir. Parce que pour eux, ce n'était pas un mécanisme de faire partager aux autres, mais c'était un mécanisme de conservation de pouvoir. Ça s'inscrit propre. Mais quand vous allez maintenant dans le cadre de l'opposition, pour le moment, ils n'ont rien à partager. Mais ils sont dans le camp du Biya Must Go, c'est ça qu'ils partagent en commun. Si, Valsero, ils ont quelque chose à partager en commun. C'est-à-dire qu'ils veulent tous être présidents. Non, laissez-moi terminer. Ils veulent prendre le pouvoir. Non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je vous promets, restons concentrés. C'est qu'à un moment donné, ils n'ont rien à partager de manière contextuelle. Et ils n'ont rien en commun de manière contextuelle, à part une seule envie, c'est de faire partir le président. Dès cette base-là, c'est la base de leur coalition. Ce qui fait que, si c'est pour occuper l'espace public, alors c'est un peu compliqué pour que cette solution soit la bonne solution. D'accord. Mais c'est pas, si je peux terminer, oui, allez-y. C'est pas pour dire que, voilà, le CRAC n'est pas d'accord avec le mécanisme des coalitions. Mais déjà, il faudrait bien qu'on demande quelle est la place du peuple dans la coalition. Comment c'est que le peuple perçoit une coalition? C'est-à-dire, est-ce que c'est sur la base du peuple et des aspirations du peuple ou des groupements du peuple que vous faisiez cette coalition? À quel est le contact direct que les décideurs de coalition, ceux qui choisissent? Est-ce que le peuple est d'accord que le MRC fasse une coalition avec le SDF? Je parle par exemple des militants du MRC. C'est un long processus. Mais lorsque vous entrez dans un système, vous jouez avec ce type de carte.
il y a de fortes chances que lorsque vous êtes encore obligé d'inscrire les gens sur les listes électorales, donc faire une campagne, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment en train de vouloir écouter l'expression du peuple. On n'a pas le temps de faire tout ça en même temps. Non, et si le peuple décide de ne pas y aller, comme le cas du Cameroun, quand vous voyez le nombre d'inscrits sur les listes électorales, c'est que le peuple qui n'est pas bête, qui n'est pas con, a décidé que c'est ça mon expression de cette démocratie que je ne comprends pas. Donc c'est l'expression du peuple. 5 millions, 6 millions d'inscrits sur pratiquement 24 millions d'habitants, dont 19 millions en âge de voter, c'est l'expression du peuple. Mais comment c'est qu'on le traduit? On le traduit par « ils sont cons ». Ils sont bêtes, on va redescendre sur le terrain pour les pousser à les inscrire. On en revient. Professeur Leka, je vous donne la parole tout à l'heure, Monsieur Dzou. Professeur Leka, vous avez remonté le temps tout à l'heure avec les différentes coalitions que le Cameroun a connues. Et on revient sur la question de la base de ces coalitions. Ils s'entendent sur quoi, ces leaders politiques? Est-ce que c'est juste, vous avez dit tout à l'heure, Biamosgo, ou alors on met du contenu dans ce qu'on veut faire une fois qu'on prend le pouvoir, ou alors on prend le pouvoir en même temps? Oui, disons qu'ailleurs, les coalitions, effectivement, se forment sur la base d'un certain nombre de valeurs communes. Ça a été évoqué ici. Ailleurs où, effectivement, non seulement la vie politique est suffisamment professionnalisée, internalisée, appropriée, où il y a une certaine, disons, connaissance des enjeux, des intérêts, les partis politiques, historiquement, se sont créés sur la base d'un certain nombre de valeurs. C'est ce qu'on appelle les idéologies. Donc chaque parti a une vision de la société souhaitable, qu'elle souhaite mettre en œuvre en termes de politique de prospérité, en termes de vivre ensemble, etc. etc. Donc c'est sur ces bases en général que des rapprochements s'opèrent. C'est pour ça qu'ailleurs, si on utilise les catégories avec lesquels on analyse la géographie politique, ailleurs on parle de l'extrême droite, il est inimaginable que l'extrême droite s'associe par exemple à l'extrême gauche. Sauf que dans notre contexte ici, il est difficile de mobiliser ces catégories pour rendre compte disons, de la multitude des partis politiques qui existent. Les partis politiques, par-delà les affichages, la social-démocratie à gauche, etc. En fait, c'est pas vraiment... On a du mal à lire les centres idéologiques. Et ça va donc avoir pour effet, effectivement, de mettre en exergue, disons, des problèmes de leadership. C'est là où les problèmes d'individus vont avoir une plus grande place. Et par-delà le problème des individus, les individus étant situés dans une anthropologie que l'on connaît, c'est-à-dire que le réflexe ethnocentré, le réflexe identitaire a toujours tendance à brouiller la perception qu'on a de celui que l'on voit en face. Et donc tout cet environnement va compliquer le processus de mise en place des coalitions, mais cette question du leadership, c'est-à-dire qui sera le chef, va être une question centrale qui va opposer la plupart des partis. D'ailleurs, il faut aussi noter juste une chose, c'est que c'est pas un hasard. C'est-à-dire que cette structuration politique, ce contexte de pratique politique, c'est pas un hasard. Ça dénote d'un mécanisme de conservation de pouvoir, donc de structuration de l'espace politique, de mécanisme de création de partis politiques, la manière dont on organise l'espace politique, les règles du jeu politique. C'est-à-dire que le flou sur les idéologies participe de la conservation du pouvoir? Mais totalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout à l'heure, on disait, là, on ne peut plus faire une coalition sur la base des idéologies, parce que la visibilité de ces idéologies n'existe pas. L'éducation des populations idéologiquement politiques n'est pas quelque chose qui existe, donc il faut également enlever ce critère. Et dès que vous arrivez dans ce système-là, seule la personne détentrice de l'air respirable partagé à tout le monde peut en même temps décider, oui, je peux créer 500 partis d'opposition. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais c'est un système qui est bien pensé. Moi, je dis même bravo. L'enfer, c'est les autres. Non, non, non. Je dis bravo parce que c'est un système qui marche. Donc, vous serez responsable. Ça veut dire que de ce côté, je suis heureux. Politique est fondamental. Je suis ahuri et étonné par cette caricature. J'appelle ça comme ça. C'est une caricature. Donc, vous êtes responsable en fait de cette infantilisation des responsables, des grands responsables de cette opposition, qui se réclament tels. Il y a des professeurs là-dedans. Il y a des, je sais pas. Je veux pas faire la sociologie. Mais c'est les professeurs systémiques de la conservation du pouvoir. Il n'y a pas de problème avec ça. Ils jouent dans leur rôle. Eux-mêmes, ils jouent leur propre rôle.
d'infantiliser ces gens qui savent bien ce qui est bon. Qui sont des professionnels de la politique. Qui semblent être des professionnels de la politique, mais même si la plupart sont des théoriciens, la plupart également sont des pratiquants, des praticiens même, si vous voulez, et ils ont exercé. Je suis étonné qu'on veuille les infantiliser ici et dire qu'ils ne sont pas responsables de quelque chose et ils sont victimes d'un système mis en place. C'est le système qui a créé ça. Ils sont responsables de ne pas pouvoir prendre la mesure. Parce qu'ils sont responsables de ne pas pouvoir prendre la mesure de la hauteur. Ils croient qu'ils peuvent le régler de la manière la plus simple. Ils sont coupables de ne pas vouloir innover en approche. Ils sont coupables de ne pas vouloir sortir des barrières systémiques. Vous avez la parole, oui. Oui, je pense que le sociologue a bien fait de relativiser. Parce que si ailleurs c'est ainsi, ce sont des longues trajectoires historiques de la vie politique et tout ce qu'on peut bien imaginer. Sauf que chez nous, s'il faut reconnaître que 35 ans de désorganisation de la vie. Le Cameroun n'a pas 35 ans, hein, s'il vous plaît. 35 ans de désorganisation. Le Cameroun est indépendant depuis 1960. Oh, voilà. Je voudrais qu'on dise aux Camerounais que le Cameroun n'est pas né il y a 35 ans. C'était la continuité de ce qui s'est fait depuis l'époque de l'État colonial. Mais finalement, si 35 ans de la vie de... Pourquoi une fixation sur 35 ans? Si 35 ans de la vie de désorganisation d'un pays procède d'un système, relève d'un système, je crois que c'est tout un programme politique de déraciner Pardon, 35 ans correspond au temps mis par le président Paul Biya au pouvoir. Vous l'avez compris. Et au MRC, on a servi ces 35 ans, on est comptable. Au MRC, je voudrais bien qu'on sache qu'au MRC, on est comptable du bilan de ces 35 ans, comme vous mais pas seulement au MRC, M. Simon Yanga. Toute la société camerounaise est comptable de ces 35 ans. Mais il ne s'agit pas de 35 ans. Voilà. Et il ne s'agit pas d'avoir fait 35 ans. Pardon, permettez que M. de service 35 ans après le vouloir permettre qu'on relativise pour dire que l'histoire du Cameroun n'a pas commencé il y a 35 ans. C'est bien compris. Et que la question est réglée. Nous l'avons si on se focalise sur les 35 ans, le MRC n'est pas très exempt du bilan des 35 ans. Peut-être il a pris des éléments dans ce bilan pour justement faire la marche. Des éléments sonnants et trébuchants certainement. Quand il y a eu des espaces de lumière dans ces 35 ans, c'était du fait du MRC. Et voilà pourquoi je suis content d'être. C'était du fait du président national du MRC. Je reviens donc. Je voulais dire que 35 ans de désorganisation de la vie. le temps de faire la campagne électorale. 35 ans de désorganisation de la vie d'une société on ne peut pas engager avec essentiellement des débats idéologiques et des projets de société parce que nous en avons. Sauf qu'en face, vous allez parler à des populations que l'on a passé le temps à abrutir. Je crois que c'est qu'il faut d'abord faire. Il ne faut pas insulter les Camerounais. Non, je n'insulte pas les Camerounais. Barcelone a dit que le peuple sait ce qu'il cherche. Le peuple sait très bien ce qu'il veut. Et il a aussi dit qu'il manquait d'éducation politique. Le peuple sait très bien qui est le meilleur. Je vais passer la parole au professeur Leka pour cette deuxième partie. Ça, le peuple le sait. Vous avez terminé votre argument. Non, je n'ai pas fini. Allez-y, je vous donne encore une minute. Vous terminez et puis on va passer au... Ok, voilà pourquoi je reviens donc je dis, il est d'abord nécessaire parce que quel que soit son travail idéologique, quelles que soient les bonnes idées, le travail de conviction que l'on veut faire, si l'on n'occupe pas l'espace politique, ça ne sert à rien. Vous les faites où? Vous présentez votre projet de société ou votre volonté de transformer le Cameroun, ou si vous n'êtes même pas déjà sur le terrain politique. Carole, voilà, donc il faut qu'ils vous disent que le problème des coalitions, c'est qu'elles sont basées sur des intérêts évanescents, essentiellement fugaces, et c'est seulement, s'ils ne sont pas individuels et individualistes, ils sont tout à fait ponctuels. La présence de la République, le contrôle du pouvoir. Lorsqu'on n'en parlera plus, au lendemain de la proclamation des résultats des élections, vous me direz combien de coalitions. Je vous ai dit que le MRC est né d'une coalition. Il faut travailler sur la durée. Beaucoup, non, on ne va pas venir. On ne va pas. Nous avons tellement. Tout est à sa place. Nous avons tellement de choses à faire. Nous avons tellement de choses à faire. Nous avons tellement des choses à faire chez nous, dans notre formation, que nous n'allons pas nous intéresser à la cuisine interne de l'opposition. Je dis simplement, Simon, s'il te plaît, donne-moi une petite minute, je t'en prie, avant que le je vous donne la minute, je vous donne la minute. Vous en prie. Vous savez, il ne s'agit pas d'indexer qui a fait quoi.
Il est grand temps que les Camerounais se regardent, parce qu'on est vraiment à l'époque du bilan, c'est la fin des cycles et tout, on ne va pas renouveler, même si les gens ils veulent faire de la magie. On est vraiment à la fin de cycle et tout. Le processus aujourd'hui, c'est de savoir comment tous ensemble on peut trouver un mécanisme de passer à un autre cycle de gouvernance. Et moi, je ne veux pas passer mon temps à la bagarre là-dessus. Parce que ce qui se passe, c'est que si quelqu'un part, par exemple, à la course contre chasser le RDPC, mais non, après 34 ans de coups de pied aux fesses, on peut quand même se rendre compte que cette bagarre-là a été perdue. Donc maintenant, c'est pas vraiment la première bagarre. La première bagarre au jour d'aujourd'hui, c'est comment on sort tous de là, parce que même le piège de RDPC lui-même, il est tombé dedans. Ils sont tous vieux, tout le monde est vieux, vous allez voir le reportage, moi j'étais en Gaoundéré, l'eau c'est vieux, là je termine. Et c'est là où vous trompez l'analyse. Simon, lui, n'est pas vieux, hein. C'est pas une faute. C'est là où vous trompez l'analyse, C'est pas une faute. La force du RDPC, c'est justement sa jeunesse aujourd'hui. Il faut juste à un moment donné qu'on accepte quelque chose, étant tous comptables, parce que dès la base, moi je rigole souvent en disant, parfois les gens disent tel est du RDPC, mais parce que tout le monde est du RDPC. Tout le monde est du RDPC. On disait, oh, il y a 35 ans. Non, le RDPC n'a pas 35 ans. La politique camerounaise n'a pas 35 ans. Même les principaux leaders de l'opposition qu'on présente au jour d'aujourd'hui ne sont pas devenus opposants par idéologie. Ils sont devenus des opposants du braquage et du multipartisme. Donc quand vous partez de là, cherchez quelqu'un qui n'a rien à voir avec le RDPC, qui n'a jamais travaillé avec le RDPC, qui n'a jamais fait ceci dans un système centralisé, et croire que là on va trouver quelqu'un, c'est l'une des fautes qu'il y a. Et le RDPC joue de ça parce que c'est tout à fait logique. Merci, merci beaucoup. Alors, professeur Leka, est-ce qu'au regard de tout ce que vous avez cité tout à l'heure, de toutes ces coalitions qui datent quand même de 1991, on peut se dire qu'il y a de la nouveauté dans la stratégie, au regard, je disais, de tout ce qui est en train d'être mis en place aujourd'hui par les partis d'opposition et les organisations de la société civile. Est-ce qu'il n'y a pas des leçons qui ont été tirées de 92, de 2004 et des coalitions annoncées au lendemain de l'élection présidentielle de 2011 et qui n'ont pas tenu longtemps? Bon, je ne sais pas si les leçons ont été tirées. Ce que j'observe effectivement, c'est que les mêmes procédés reviennent, ce sont les mêmes réflexes, ce sont les mêmes approches. Et dans le risque, c'est que dans les mêmes conditions, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Vont produire les mêmes effets, c'est une évidence empirique. Et je dois dire que le Cameroun a près de 300 partis politiques, voire plus. Et donc, parfois, dans cette multitude de partis, à peine 10 animent la vie politique de manière réelle. Et donc, c'est en réalité autour de ça, c'est ça qui fait que même la problématique des alliances ou des coalitions, je voulais juste ajouter qu'il n'y a pas 19 millions d'électeurs possibles, hein. C'est très peu, c'est à peine les estimations nous situent je crois à 11 ou à 12 millions d'électeurs potentiels, parce que l'âge électoral se situe je crois à 20 ans si je me trompe pas. Et donc et ce que je voulais dire, c'est que les coalitions par définition sont des opérations tactiques. Donc c'est pas mauvais si une coalition, voilà, l'alliance est beaucoup plus dans la nuance en termes de vue, l'alliance est quelque chose de beaucoup plus stratégique, alors que les coalitions sont des opérations effectivement ponctuelles sur des situations, il faut faire changer le code électoral, plusieurs partis se mettent ensemble pour le faire, il faut chasser Paul Biya, plusieurs partis politiques se mettent ensemble pour le faire, etc. etc. Donc ça c'est d'un. De deux, il faut noter que la question du cycle politique est très importante. Il faut y réfléchir vraiment. Ce qui s'observe aujourd'hui, c'est que dans l'excitation médiatique des réseaux sociaux, il y a toute une vie numérique qu'on survalorise au-delà de la vie théorique réelle, la vie du terrain réel. Et qu'en réalité, la plupart de ceux qui élisent aujourd'hui, contrairement à ce qu'on croit, se retrouvent dans des zones rurales, qui parfois n'ont même pas accès, ne sont même pas sur les... Donc, très souvent, dans l'excitation de certains médias urbains, le discours politique ou les problématiques de la vie politique, lorsqu'ils se discutent sur nos plateaux, sur des contextes urbains, on a tendance à croire qu'on peut transposer ça surtout le Cameroun. Et effectivement, le vœu pour un Cameroun différent, nous sommes très nombreux à le partager, mais émettre un vœu ne suffit pas. Alors, il faut travailler à ce que ce vœu
puisse s'incarner dans la réalité en modifiant de manière fondamentale nos pratiques, nos approches de la politique. Je voudrais vous relancer, professeur, si vous le permettez, sur le but que Serge Diou a annoncé tout à l'heure de leur je veux dire coalition, c'est l'occupation géographique justement du terrain. Parce que le reproche qui est fait à certains partis d'opposition, c'est qu'ils sont cantonnés dans certaines grandes villes et dont ne couvrent pas justement des zones rurales. Et le MRC nous explique, nous avons une coalition pour occuper tout le territoire du Cameroun. C'est une stratégie qui peut être payante. Est-ce qu'elle est prépondérante? Est-ce qu'elle peut faire basculer les choses en faveur d'une coalition comme celle-là, le moment venu? Nous appelons à la coalition, c'est pas, nous sommes ouverts, le MRC est un parti ouvert, c'est-à-dire la coalition en vue d'occuper effectivement l'espace politique. C'est-à-dire sur le plan technique, on est au moins un militant ou un représentant de cette coalition-là, dont dite d'opposition, dans toutes les zones géographiques du Cameroun. Cela est une évidence, puisque effectivement il a eu raison de signaler que les gens sont parfois obsédés par l'élection présidentielle, alors que le pouvoir n'est pas simplement à la présidence, le pouvoir se trouve dans les municipalités, le pouvoir se trouve à l'Assemblée, etc., etc. Et donc, il y a une chose que moi je sais, c'est que pour prendre le pouvoir, où qu'il soit, il faut diviser le parti au pouvoir. Diviser le parti au pouvoir consiste à faire quoi? À présenter, à négocier sur le terrain, notamment dans le contexte des municipalités. C'est vrai que ça peut paraître marginal, mais ça, c'est une réflexion stratégique qui, me semble-t-il, a manqué à l'opposition. Et ce qui me permet d'être sceptique par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui comme mouvement, comme tentative d'organisation, c'est que ce n'est pas des choses que vous faites à la veille d'une élection. C'est pas à la veille d'une élection, c'est pas à la veille d'une compétition que vous allez effectivement occuper le terrain qui est historiquement occupé. Et donc cette forme de paresse, l'opposition politique classique en est comptable. Ce qui s'est passé à l'époque, je crois qu'au Sénégal, ce qui a rendu possible le renversement démocratique de Abdoulaye Wade à l'époque, c'est tout simplement parce qu'une très vaste coalition, non seulement d'acteurs de la société civile, d'hommes politiques, certains étant issus à l'époque du parti au pouvoir, mais qui ont eu à en sortir, ont d'abord réfléchi à un concept d'un Sénégal différent. Ils ont eu à mobiliser, des enquêtes ont été faites sur le terrain pour essayer de savoir ce que les gens veulent, ce que les gens pensent, les grandes tendances que les gens veulent. C'est autour de ça, ils ont même publié tout un document donc, qui a été le socle à partir duquel les différentes personnalités se sont retrouvées pour effectivement engager le processus de transformation qui a débouché donc sur le changement à la tête de l'État à l'époque en 2012. Et donc, ici, dans notre contexte, en général, on attend la veille d'une compétition électorale pour prononcer des mots d'ordre strictement urbains et on croit qu'on fait un travail de transformation approfondie et donc on va se retrouver au sortir de cette affaire avec les mêmes résultats. Et c'est pour ça que moi j'ai évoqué dès le départ, et je crois qu'il va falloir approfondir ça, la notion de cycle politique. Un cycle politique qui est en train de s'épuiser et en réalité qui va donner naissance à autre chose et ce à quoi nous allons assister, je crois, ce n'est pas en 2018 qu'on va assister à l'émergence, mais c'est bien après. D'accord. Serge Diou, vous êtes réveillé tard. Les observations du sociologue, nous les recevons, sauf que le MRC qui est né en 2013, finalement je parlerai pour ma chapelle, qui est né seulement en 2012, le MRC n'a pas attendu l'élection présidentielle. D'ailleurs, nous ne sommes jamais présentés à une élection présidentielle. Ce sera la première. 2011 était la dernière élection présidentielle. 2018, ça va faire 6 ans. Alors le MRC, aujourd'hui qu'on le veut ou non, est un parti qui est sur la tribune, sur la scène politique camerounaise. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé. Et ce n'était pas seulement dans les réseaux sociaux. Non, hier j'étais à Esseux, quand Madame Yemelon m'appelait. J'étais en plein meeting à Esseux. Et ce n'est pas une zone urbaine, du tout. À Molam, c'était avant-hier. À Moulvoudaï, c'était vendredi. Mais si vous occupez de l'espace, ce que j'essaie de lui dire, c'est que et ce ne sont pas les premières descentes. C'est-à-dire, nous l'avons fait depuis 5 ans. Tout cet intervalle, depuis la naissance du MRC, le MRC effectivement... Moi, je suis un homme de terrain. Vous m'avez présenté comme le coordonnateur exécutif.
de les autres disent secrétaire de fédération communale à soi. Ça veut dire que j'implante le parti à soi. Et je m'y plais à travailler sur le terrain. Parce que c'est comme ça qu'on peut déboulonner, on peut déraciner. C'est pas dans d'autres instances. Mais pourquoi vous approchez donc les autres partis si vous êtes déjà dans une stratégie, une dynamique interne d'occupation de l'espace géographique? Pourquoi vous avez besoin des autres? Nous avons besoin des autres partis parce qu'il faut aussi être humble et reconnaître que nous ne pouvons pas tout faire seuls. C'est-à-dire nous faisons déjà ce que nous pouvons faire. Voilà pourquoi je vous ai dit, je rends même déjà hommage à tous ces partis d'opposition depuis plusieurs années. Il est facile de tirer sur eux, de dire mais personne de vous n'a jamais géré un parti politique, ne sait pas ce que ces gens ont vécu depuis toutes ces années, n'est-ce pas? Alors, s'ils sont déjà implantés quelque part, peut-être pas eux, peut-être qu'ils diront non, mais ils ont des militants qui pourront aussi comprendre le discours qui est sincère venant de la part du MRC, qui veut que nous, le parti en face, c'est l'État. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, si vous voulez faire si vous voulez faire face à un parti qui est une excroissance de l'État, si j'ai peut-être exagéré en disant l'État, on se comprend. Si vous voulez faire face à un parti qui est la représentation de l'État, il vous faut être partout. Et si le MRC actuellement ne peut pas encore véritablement être partout ou aller challenger certains partis qui sont déjà cramponnés, pourquoi ne pas s'asseoir et causer? Quitte à ce qu'ils disent non et puis on pénètre de nous-mêmes. Baltero, vous aussi vous êtes dans la conquête du territoire? Oh, je crois encore que c'est un mécanisme contextuellement pas réalisable. C'est pour ça, moi, je ne suis pas à la conquête du territoire. Je ne suis même pas en train de jouer ces cartes totalement trafiquées. Parce que déjà, dans un système de conservation de pouvoir comme celui du Cameroun, les partis d'opposition ne sont pas censés avoir les moyens pour pouvoir couvrir tout le territoire national. Mais ils ont leurs militants qui leur permettent par les cotisations de faire vivre le parti. Ils ne sont même pas censés avoir les militants. Parce que pour avoir les militants, il faut avoir de l'argent. Il faut aller les voir. Mais ce n'est pas avec non, s'il vous plaît, laissez, je termine. Les militants... Juste un mot, ce n'est pas avec du rap que nous allons changer cette situation, c'est le terrain. Non, vous voyez, ça encore, on vient de rentrer encore dans l'autre problématique, c'est celle des opposants qui s'opposent. Mais là, c'est autre chose. On en est en plein. Non, mais... moi, je vous regarde aviser. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. C'est pour ça que j'ai... Non, quand je le dis, c'est parce que je le sais. La conquête du pouvoir nous rend parfois un peu égocentriques. C'est-à-dire qu'on y va avec force et tout, et parfois on a l'impression qu'il faut casser tout autour. Mais on doit garder la lucidité. La lucidité, c'est toujours de savoir dans quel genre de match on joue. Quel type de godasse faut porter pour jouer ce type de match. Viens pas se dire, je croyais que c'était un match normal, mais le gars, il a des godasses trafiquées. Donc, dès l'instant où tu pars de là, si tu décides, je vais venir jouer avec. Si je prends par exemple le nombre de personnes qui sont inscrites sur les listes électorales, prenons de manière numérique. C'est-à-dire qu'on ne va pas inventer les gens en fonction des coalitions. Il y en a combien qui sont inscrits? Si on prend le nombre de personnes qui ont déjà plus été inscrites par un parti, je crois finalement que dans un système de conservation de pouvoir, en gardant ma lucidité, il n'y a pas un parti d'opposition qui a plus de militants inscrits sur les listes électorales que le RDPC. Parce que si on y va même de manière comptable, 1, 2, 3, 4, 5, 6, votre machin truc là, si ça ne met pas les gens sur les listes électorales, ça ne sert à rien. Parce que l'un des premiers blocages qui existe dans un système de conservation de pouvoir, c'est sa pratique démocratique. C'est-à-dire, vous êtes obligé d'avoir une carte d'électeur. Mais pourtant, si tu es déjà Camerounais et que tu as 18 ans, tu n'avais pas besoin d'avoir une carte d'électeur. Tu peux décider au dernier moment d'aller voter. Ce sont des petits blocs. Vous êtes obligé d'être inscrit sur une liste électorale. C'est encore des trucs qui fatiguent un tout petit peu le citoyen dans sa logique. Donc, il y a beaucoup de petits problèmes comme ça qui font que quand tu ne le vois pas de manière précise, tu le vois le jour de l'élection. C'est-à-dire qu'à la fin, tu as comme le Brexit ou toutes les autres choses où les gens sont restés en arrière et n'ont pas fait le travail. Mais c'est tout à fait logique. Ce que j'essaye de dire, c'est que c'est tout à fait logique et c'est compréhensible. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire aujourd'hui, on va faire une coalition pour occuper l'espace. Vous faites comment? Je trouve personnellement... Votre stratégie? Mais non, si ta stratégie c'est d'occuper l'espace, il te faut des sous. Mais c'est même pas ça le plus dur. C'est même pas ça le plus dur. Je me dis juste que si la base d'une coalition, prenons le cas d'un parti. On s'est mis ensemble pourquoi je suis socialiste, je suis démocrate, j'ai quelle idéologie, j'ai quelle philosophie. Puis après ensemble, j'ai mes militants qui partagent cette idéologie et cette philosophie, qui sont d'accord de se mettre avec toi
Parce qu'on a des trucs qui nous mettent ensemble sur le terrain. Donc, ouais, ok, on peut y aller parce qu'on se mélange et tout. Mais si c'est juste pour dire, moi je ne sais même pas combien d'argent tu as dans ta caisse. Je ne sais même pas quel est ton pouvoir de mobilisation. Il suffit juste que tu me montres ton papier de légalisation pour que tu sois, si tu es mon ami aussi. Oui, mais c'est obligé parce que dans leur système de conservation, ils n'ont pas ces données. Dans la pratique permanente, quotidienne de la politique, ça veut dire que même les journalistes, quoi, je vois cette émission 115 fois, tout le monde voit la vie selon le prisme du RDPC. Ça s'appelle la centralisation de l'opinion publique. C'est un mécanisme très important dans le système de conservation du pouvoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même le journaliste sait très bien qu'il doit passer par là pour que le truc soit intéressant. Dès l'instant où vous vivez avec dans ce genre de contexte et que vous pratiquez cette politique dans ce genre de contexte, il faut bien savoir que là, vous devez aller plus loin que jouer avec ces cartes, mais vous devez essayer de savoir que c'est plus vous, c'est le peuple. Alors, Simon Mayanga, il y a des incohérences dans les tactiques des uns et des autres, est-ce que cela se présente? Je ne veux pas les aider, ne comptez pas sur moi. Nous, on les regarde amuser. Mais bien sûr. S'emballer les pieds sur le tapis. Et je crois que c'est le professeur Leca qui avait raison de dire que ce n'est pas à la veille d'une élection présidentielle qu'on pense qu'il faut occuper le terrain. Mais parce qu'avant, ils n'ont pas le temps. Parce que ni les moyens. Vous les occupez avec les ordinateurs, vous les occupez avec les bébés volés, vous les occupez avec la misère, la pauvreté, ils n'ont rien à manger, on coupe le courant. Il y a des gens qui ont... En fait, il veut dire que la parole tout à l'heure, mais tu es resté tout à fait évasif. Je vous le permets que je développe en disant qu'il y a des gens qui ont une popularité virtuelle et qui pensent que cela suffit pour les propulser et tout dit. Mais c'est bien d'autres choses. Nous avons le pouvoir et je peux vous dire que nous ne dormons pas. Nous sommes en permanence sur le terrain. Et vous leur mettez les bâtons dans le roues, comme dit Valtero? Non, c'est de la concurrence politique. Nous sommes en permanence dans la conquête du terrain, en permanence auprès de nos électeurs, en permanence auprès des militants. J'en veux pour preuve la vaste opération d'inscription sur les listes du RDPC, c'est-à-dire le RDPC veut déjà savoir combien nous sommes, sur combien de mes électeurs qui sont mes militants, je peux compter avant d'aller à la conquête des zones difficiles, avant d'aller à la conquête des militants dont nous ne sommes pas certains. Oui. Dont nous ne sommes pas certains. Ou des brebis égarées. Nous, on fait un travail d'autocritique, de critique, et qui n'est pas toujours celui fait par l'opposition, qui va se réveiller à la veille d'une élection, tenter quelques regroupements, perdre une élection et dire après, le RDPC a triché, il a volé les élections. Donc c'est un peu ça la musique, on sait, on commence à comprendre. Et nous, on ne s'amuse pas. Vous n'allez pas me demander de leur dire comment ils font, ils sont des grands enfants là-bas, ils ont des professeurs agrégés, ils ont des grands avocats, des grands médecins, etc. Ils peuvent réfléchir. Mais je pense que pour ne parler que de ma chapelle, rien n'est gagné d'avance, aucune élection n'est gagnée d'avance, nous le disons. On n'est pas très loin de surprises au cours d'une élection, c'est pour ça que nous devons nous tenir aux côtés de nos acteurs, près de nos électeurs, et étant entendu également qu'il y a d'autres contingences qui peuvent changer, la situation sociopolitique, etc., peut être difficile à notre faveur, parce que difficile pour nous, parce que c'est nous qui gérons le pouvoir, lorsque s'il n'y a pas d'électricité ici, s'il n'y a pas d'eau là, etc., nous sommes comptables de ça, nous en sommes conscients, mais c'est à nous d'expliquer à nos électeurs, à nous d'expliquer aux Camerounais, voici les difficultés que nous avons, voici les projets que nous avons, qui ne seront pas que des projets BIA-MEST, mais BIA-MEST for doing what? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour ce projet de société qui va de ceci, qui va de cela, en gros, qui permet d'améliorer au quotidien les conditions de vie des populations. Alors, professeur Leca, est-ce que vous avez l'impression que le peuple est pris en compte dans ces regroupements, ou alors c'est très élitiste, ça reste à la tête des partis de penser que l'autre a besoin de moi ou j'ai besoin de l'autre, alors on se met ensemble et on impose ça à nos militants? Bon, c'est vrai que les notions de peuple sont toujours utilisées à tort et à travers. Le peuple est une catégorie politique subjectivement fondée. C'est parfois différent de la population, qui est une catégorie statistique et démographique. Il peut arriver que le peuple n'aille pas toujours dans le sens de ce que veut la population. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces nuances extrêmement académiques, mais ce qui est important, c'est que aujourd'hui, il y a un malaise qui est généralisé. On ne peut pas nier, en dépit de l'obésité du parti au pouvoir
qu'il y a un malaise généralisé. Il y a un scepticisme incroyable à l'égard des acteurs politiques, de tous bords confondus. Et les expériences de fratricide qu'on observe parfois sur le terrain, dans certaines zones contrôlées par le RDPC, des zones pratiquement qui ne sont pas susceptibles d'être prises, attestent de ce malaise-là. Et c'est pour ça que moi je suis en train d'approfondir cette idée des cycles. Et que il se trouve que les populations expriment des inquiétudes, expriment des demandes, mais on a l'impression que les partis politiques peinent à, disons, répercuter, à relayer et à porter de manière, disons, de la manière la plus souhaitable ces cris. Et c'est ça qui a, pendant longtemps, alimenté la discussion sur la démobilisation, sur la désaffection et sur la demande de renouvellement même du leadership. Puisque, in fine, vous allez vous rendre compte que, en fait, même dans le contexte d'une élection, les gens ne s'intéressent plus au contenu programmatique de ce que les partis leur proposent. Les partis imaginent toutes sortes de concepts, etc. Mais vraiment, très peu de gens sont intéressés par ça. Les gens sont intéressés par comment nous allons vivre les jours qui viennent. Comment nous allons vivre concrètement. Et du coup, toute la cristallisation, en fait, c'est important de le noter. Tout va donc se cristalliser autour des questions d'individus, des questions de personnes. Qui va être le chef? Je crois que ce n'est pas simplement ici, j'ai eu à évoquer cette métaphore ailleurs. C'est que depuis les années 90, du fait d'un certain nombre de situations, le Cameroun est rentré, et dans beaucoup d'autres pays africains d'ailleurs, dans une dynamique, ce qu'on appelle la dynamique des 3 P. Pauvreté, partage, pouvoir. Il se trouve qu'on ne peut que partager la prospérité, on ne peut pas partager la pauvreté. Et comme on ne peut pas partager la pauvreté, les gens sont convaincus que c'est dans le pouvoir qu'il y a des choses à partager. C'est ceux qui détiennent le pouvoir qui peuvent avoir les clés pour partager. Et donc, la plupart même des conflits, n'est-ce pas, en Afrique, parfois, tournent autour de qui va avoir la possibilité de partager les ressources rares que nous avons à notre disposition. Donc, tous les débats vont donc se cristalliser, non pas sur les contenus programmatiques, les gens savent que les problèmes sont les mêmes, mais sur qui va avoir la possibilité d'occuper le centre du partage, c'est-à-dire le pouvoir. Monsieur le sociologue. Vous dites? Cela est si péremptoire. Non, c'est tout le monde je le dis. qui regarde les choses sous ce prisme. Non, pas nécessairement. Mais non, là c'est une tendance dominante. Je dis pas, mais je dis que c'est une tendance dominante, n'est-ce pas, de notre société. C'est-à-dire que personne ne peut le nier. Moi, je suis jeune. C'est-à-dire que je fais le terrain. Et si je m'engage en politique, vous parlez de cycle depuis. Je suis un acteur politique, c'est parce que je veux que les choses changent. Quand je regarde à gauche ou à droite, je vois que l'Éthiopie est la prochaine puissance mondiale. Et puis je me pose des questions. Je veux bien nourrir une idéologie de changement. Mais il se trouve que quand je vais sur le terrain, c'est pas ce qui compte là à ce moment. On va parler de l'eau. On va parler de l'eau qui n'est pas là. Pourquoi l'eau n'est pas là? Mais qu'est-ce qui vous empêche? Il se trouve que la Banque africaine de développement nous a donné de l'argent pour résoudre les problèmes d'eau. Et a fixé un délai que nous n'avons jamais respecté jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les gens qui sont au pouvoir là actuellement, qui n'apportent pas de l'eau aux populations. Moi, je crois que je peux le faire avec mon parti, alors je me propose. C'est aussi simple. Monsieur Dou, pardon, je vais reprendre ce que le professeur Leka a dit. Qu'est-ce qui empêche les partis d'opposition d'adresser justement ces questions qui semblent être épineuses pour les populations au moment où elles se posent sur le terrain? Sauf si vous n'écoutez pas et vous ne prêtez pas attention. Parce que effectivement, j'ai parlé de 35 ans de désorganisation, ça fait mal à M. Mayanga. On peut aller plus. Pas du tout. Hein. J'étais étonné par cette vous allez continuer après, s'il vous plaît. J'étais en train de dire que effectivement, je parlais du Libéria tout à l'heure, la société est bloquée. La société, elle est bloquée. Ça veut dire que même lorsque vous passez un message, vous avez suivi le discours du président national du MRC, c'est un fils de ce pays qui a peint le tableau. D'ailleurs, c'était sur ce plateau qu'on l'a coupé tout de suite. Est-ce que vous avez suivi? Parce que vous posez la question de savoir qu'est-ce qui fait que les partis politiques d'opposition ne proposent pas des solutions ou alors... Non, il faut pas à la télé qu'il va falloir venir s'adresser. Non, c'est pour ça que je vous dis depuis que nous sommes sur le terrain. Et il faut traduire, il faut avoir
discours, un message audible pour ces personnes de terrain. Leur dire, je parlais de l'eau, c'est simple, c'est clair, c'est quelque chose, tout le monde constate, vous n'avez pas de l'eau. Pourquoi vous n'avez pas de l'eau? Oui, le gouvernement s'est battu à chercher une solution qui est celle de la BAD. Mais l'argent est arrivé, qu'est-ce qu'on en a fait? Puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de l'eau. Nous, on se propose de faire autrement. Voilà. D'accord. Bah, ok, Bassero. Oui, Professeur Lekajuni, à vous. Parfois, j'aime les ambitions sont bien, les moyens pour y arriver, tout ça, c'est aussi important de s'attarder là-dessus. Et à chaque fois, j'ai rejoint, je ne sais pas si on s'est rejoint, mais je disais c'est facile de faire une coalition quand on a quelque chose à partager. Vous l'avez déjà dit. Ça marche évidemment avec le peuple. C'est-à-dire que les populations, tu vois, c'est très difficile. C'est même de la marginalisation, de se dire, ah, toi, si tu es inscrit, tu es le peuple, et si tu n'es pas inscrit, tu es la population. Mais peut-être que je ne m'inscris pas parce que je veux manifester que je suis le peuple. Et que c'est mon expression de quelque chose. Ça, c'est déjà dit, mais c'est compris. Mais ce qui m'étonne, c'est de ne pas faire le rapport entre les populations et la politique. Il faut partir de ce base. On travaille dans un contexte bien particulier où les populations ont aussi une éducation politique, ont aussi une formation, une perception de la politique et des politiciens. Ça, c'est également un mécanisme extrêmement important et je crois que c'est la plus grosse des barrières qui existent. Comment c'est que les populations perçoivent la politique? J'étais d'accord tout encore avec sociologue quand il disait c'est facile. Les gens, quand ils viennent, ils disent lui, il a au moins quelque chose à partager. Et quand vous êtes dans un niveau de zombification profond, comme la population camerounaise le sont en ce moment, et même les partis politiques, ne vous inquiétez pas, vous arrivez à avoir à ces mécanismes. Je suis descendu une fois sur le terrain, et là, c'est là où j'ai dit un coup de chapeau aux leaders de l'opposition, aux partis d'opposition qui descendent sur le terrain. C'est une vraie épreuve psychologique. C'est la guerre des nerfs. Ils ont face à eux des adversaires. Ils n'ont pas face à eux un peuple, des populations, ils ont des adversaires, c'est la bagarre. Je me rappelle, j'ai accompagné mon ami Matoma il y a quelques années, on a marché dans son quartier comme ça. Quelques temps après, il y avait aussi des caravanes de plein d'autres partis qui marchaient dans le quartier. Et chaque fois qu'il arrivait dans un endroit où il y avait des gens, ils voulaient parler justement. Mais les enfants, ils n'avaient pas d'eau, ça sentait, ça puait, c'était la merde et tout. C'est pas comme si ça les dérangeait. Mais le gars, il a part de ça, il dit, laisse ça, donne-nous d'abord, nous on veut boire. Les gars du RDPC sont là-bas, nous on les attend, ils vont arriver ici. Et tu vois, les mecs, ils ont ça, c'est ça qui est la réalité du terrain. Parce qu'ils croisent un autre type de Camerounais, qui est un énorme problème à la démocratie. Parce qu'il faut bien savoir que l'opposition, ça devient des leaders, pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver résonance dans l'oreille de ce qu'on appelle les populations. C'est parce qu'à un moment donné, dans leur discours, moi je vous dis, c'est la difficulté des leaders de l'opposition à aller chercher l'intérêt direct. Parce qu'aujourd'hui, le RDPC peut satisfaire l'intérêt direct des gens qui viennent au meeting. Ça peut faire 1 kilo de poisson, du riz, de l'argent, ça peut être des choses comme ça. C'est l'intérêt direct. Mais les leaders de l'opposition, parfois moi je suis chanteur, j'habite dans un endroit, viens pas me promettre la route. Je suis d'accord, la route est bien, mais mon intérêt direct, c'est que j'ai pas de statut en tant que chanteur. Je veux qu'au moment où on dise comment je vais faire pour que mes enfants plus tard puissent bénéficier du fait que j'étais un chanteur. J'aime bien la route, ça va faire que ça me casse plus les pieds, mon intérêt direct. D'accord. Et ça, c'est un tout petit peu compliqué. Professeur Leka, vous voulez réagir tout à l'heure au propos de Serge Dou? Oui, c'est pour dire que, en fait, la plupart de ces développements que nous faisons ne visent pas à dire que les partis politiques manquent de propositions, concrètes, manquent nécessairement, que ce soit du RDPC, les autres partis, ils ont des contenus, ils ont des choses à proposer. Il n'y a pas simplement les partis qui proposent des choses, mais il faut bien reconnaître que la longévité politique, je ne parle pas de la longévité politique du président du RDPC, donc du chef de l'État actuel, a eu pour effet d'épuiser les autres adversaires, qui sont de sa génération en fait. La plupart... Donc il y a une longévité pour tout le monde en fait. Voilà, finalement, ça a eu pour effet d'épuiser les ressources des autres, de discréditer la plupart de ses adversaires, avec lesquels ils sont entrés dans des jeux tactiques parfois extrêmement polémiques. Et donc cette demande de renouvellement du leadership
est une demande importante. C'est-à-dire par-delà les suggestions, les propositions, l'eau n'a pas ceci, etc. Finalement, les gens ne veulent pas écouter ce que les gens proposent. Ils veulent voir de nouvelles figures, qui incarnent autre chose que ce qui s'est passé tous ces derniers temps. Mais pourquoi pour le RDPC n'exige pas de nouvelles figures? Pourquoi forcément pour les partis d'opposition? Le RDPC, je vais vous dire quelque chose de simple, mais c'est des choses qu'on peut davantage documenter lorsqu'on écrit nos publications. Il faut vous méfier. Beaucoup de Camerounais, il ne faut pas les écouter lorsqu'ils parlent à haute voix. Il faut écouter les Camerounais lorsqu'ils chuchotent. Les Camerounais disent la vérité en chuchotant. Et donc, il est très facile de dire qu'il n'y a pas de demande de renouvellement dans le RDPC parce qu'il y a peut-être beaucoup de motions de soutien, d'appels du peuple qui récitent le Biamo Forever, etc., etc. Mais si vous allez dans la nuance sur le terrain et si vous écoutez les conversations où les gens chuchotent, vous allez vous rendre compte que cette demande de renouvellement est générale. D'accord. Bon, je voudrais ne pas permettre au postel les cas de nous traîner vers la caricature, vers le chuchotement, vers la rumeur, vers les ragots. Vous comprenez? Moi, je suis un cartésien, je suis un scientifique et j'observe que pour l'instant, du nord au sud, de l'est à l'ouest, disent très fort dans les rangs du RDPC, notre prochain candidat à la prochaine élection présidentielle, c'est Paul Biya. Point bas. Bon, chuchotterie ou pas, je ne gère pas ça, pour moi c'est de la rumeur. Le discours du RDPC aujourd'hui, qui sait, parce que les militants du RDPC ne sont pas des enfants, c'est pas des gens infantilisés. On ne leur a pas donné, on ne pourra jamais leur donner à tout le monde du poisson et du maquereau, si vous voulez, de la bière. Hein? Donc ça c'est de la caricature. Je dis au RDPC, nous savons ce que nous voulons. Nous savons ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Et comme nous sommes le parti de la majorité, nous continuons à dire Paul Biya c'est le meilleur risque pour nous, pour l'instant. À vous de faire ce que vous faites dans vos partis là-bas, faites vos coalitions, faites vos regroupements. Le peuple nous dira si vous apportez des gens neufs par rapport à quelqu'un pour nous qui est tout neuf, se renouvelle, à la capacité. Et c'est là la différence avec vous. Vous vous focalisez sur les aspects, j'allais dire anatomiques. Nous sommes là dans le politique, dans l'idéologie. Un homme qui permet de rêver, parce que c'est ça, l'élection présidentielle, c'est après tout une rencontre entre le peuple des électeurs, et quelqu'un qui leur propose. Vous savez, qui leur propose un avenir, qui leur propose une autre vision du Cameroun, malgré la difficulté. Parce que ça ne doit pas se limiter à Biya doit partir, Biya est vieux. Ça suffirait. J'ai vu les Algériens qui ont élu le président Bouteflika, qui était sur un fauteuil roulant. Il faut vous méfier des peuples, il faut vous méfier des peuples, il faut vous méfier des rumeurs, et il faut vous méfier des chuchotements. les cas. Oui. Je voudrais juste dire que disons que la vieillesse n'est pas une catégorie politique. Donc il faut être d'accord là-dessus. C'est une catégorie politique. C'est les peuples qui le veulent, professeur Leka. Non, Monsieur Biya n'a pas arraché le pouvoir. Si Paul Biya est là, c'est bien parce que les Camerounais ont voulu qu'il soit là et ils veulent qu'il continue à être là. Permettez qu'il termine donc. Donc c'est pour ça que je serais d'accord avec Simon Meyanga que le président Biya est le meilleur risque pour eux, pour le RDPC. Je ne nie pas ça. Non, il n'y a pas que le RDPC qui le vote. Non, vous avez parlé comme membre du RDPC, donc c'est pour ça que je dis que et c'est ça qui me permet d'aller jusqu'au bout de ce que j'ai commencé par dire dès le début de cette émission. C'est la question d'un cycle. C'est-à-dire que aujourd'hui moi j'ai eu à faire une petite étude. Je me souviens toujours de cette incroyable rumeur en 2004, lorsque la rumeur la plus spectaculaire de l'histoire politique du Cameroun, le président Paul Biya serait mort dans une clinique à Genève. On a assisté à des accès de joie publique, alors qu'il venait de gagner une élection avec un taux de pourcentage très élevé. Et on a assisté dans un certain nombre de salons privés où on avait l'impression que les gens chuchotaient, beaucoup semblaient dire bienvenue à cette sentence. Et donc, pour moi, ce qui m'a inquiété, non, c'est pas ça. Non. Vous avez fermé les yeux à la masse de la population qui allait attendre le président de l'aéroport au retour et après cette rumeur, qui allait l'ovationner pour dire il est là, vivant, bien debout devant nous. Rendez-vous dans 20 ans. Il faut pas avoir
vision, une lecture parcellaire, ou alors, j'allais dire univoque, hein, unidirectionnelle. Lorsque vous faites l'analyse, vous êtes un homme de science. Merci. Mettez les deux clichés. Peut-être qu'il n'avait pas terminé son propos et vous ne lui avez pas laissé l'occasion d'aller. Il aime bien la caricature, il aime bien les salons feutrés, mais moi, j'ai la matérialisation, j'ai quelque chose de visible. Merci Simon Mayanga. Pour ça, les cas terminés. Oui, et donc, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe et qui est dans les esprits de beaucoup, parce qu'en sociologie, il y a ce qu'on appelle la sociologie de l'imaginaire. Donc je ne vais pas entrer dans ces détails, où on ne s'intéresse pas simplement au discours public. Il y a d'autres types d'indicateurs qui peuvent permettre de soutenir une analyse. Et de ce point de vue, ce qui ressort de la synthèse de ces conversations qui sont partout stockées dans les réseaux sociaux, dans les conversations, ce qui émerge, c'est effectivement, disons, un certain sentiment de fatalisme, que rien n'est plus possible. Et donc tout le monde attendrait la mort de Paul Biya pour repenser les mécanismes de, disons, de reconstruction d'une vie politique beaucoup plus ouverte. Et cette idée, cet imaginaire est tout à fait, nous avons récemment avec le débat Nganan, etc., eu un exemple typique de ce que ce soit à l'intérieur du bloc au pouvoir, que ce soit dans les milieux de l'opposition, beaucoup sont convaincus que ce n'est qu'après cet accident ou ce départ que les choses pourront être à nouveau relancées. Donc ce profond fatalisme imprègne l'imaginaire de beaucoup, et je vous assure que je ne dis pas que le président Biya, les militants du RDVC ne demandent pas qu'il se représente, mais je parle d'un profond imaginaire du renouvellement, une profonde demande de renouvellement qui imprègne même le RDPC aujourd'hui. Alors messieurs, si on revient à notre logique de coalition, je vais commencer par vous, Serge Zou. Est-ce que la coalition pour vous est vraiment une solution pour le renversement du rapport de force, puisqu'on sait qu'en politique, c'est le rapport de force qui compte pour une victoire électorale? Un parti politique vit sur deux dimensions. Il y a la dimension structurelle qui consiste à faire vivre le parti d'opposition sur l'objectif de la quête du pouvoir. Alors il faut travailler. Il faut travailler à long terme, il faut travailler dans le temps et dans l'espace. Il faut, quand je dis dans le temps, ça veut dire que ça va prendre du temps de convaincre, de pénétrer les consciences, de présenter des propositions et de montrer que ce qui ne va pas a des effets. Là, c'est le structurel. Maintenant, le conjoncturel, où il faut être réaliste, malgré tout ce qu'on a eu à faire, on a encore besoin de plus de force, parce que nous avons en face de nous, comme je le dis, un parti qui utilise essentiellement les moyens de l'État. Donc il faut se mettre à plusieurs. Il faut se mettre à plusieurs. Pour essayer de les branler. Je continue de parler de l'occupation, c'est important, du terrain. Parce que finalement, à quel moment le peuple intervient? C'est au moment du vote, au moment du scrutin, dans le processus électoral des inscriptions. Si je ne me rassure pas que... si un parti de politique d'opposition ne se rassure pas qu'il peut avoir des militants à l'extrême frontière de l'Est Cameroun et ne va pas mobiliser ses sympathisants pour les inscriptions sur les listes électorales, qu'est-ce qui se passe? Et s'il a fini de l'inscrire, il faut qu'il soit là, faut qu'il soit représenté pour les inscriptions, il faut qu'il soit représenté lors du scrutin pour surveiller son vote, c'est-à-dire... Avec des scrutateurs dans les bureaux de vote. Tout à fait, pour surveiller son vote, pour le défendre. Parce que malheureusement, nous savons ce qui se passe encore. Voilà pourquoi nous sommes plus portés au réalisme. Et contrairement aux sociologues, moi je pense qu'il serait un tort d'attendre la mort de... L'État continue. C'est pas moi qui attends. Non, je comprends, j'ai compris votre analyse. Je ne dis pas que c'est vous. Vous faites une analyse. Je dis donc, je profite de votre analyse pour passer un message et dire, je crois que c'est un tort d'attendre. Il faut y travailler. En plus, il y a l'incertitude. Personne ne sait. Il faut travailler à quoi, à la mort? Il faut travailler à la quête du pouvoir. Il faut travailler à gagner des élections. À gagner les élections. Si le RDPC gagner des élections dans des conditions de transparence, vraiment le MRC qui se veut démocrate va féliciter. On en vient puisqu'on est en 2018 et qu'il y a plusieurs élections annoncées. Alors Bassero, de votre côté, on parle aussi du rapport de force. Le CRAC
c'est annoncé être candidat le moment venu pour l'élection présidentielle. Si vous n'êtes pas dans une coalition, comment vous vous y prendrez? Vous savez, lorsque vous faites le pouvoir, vous pratiquez la politique dans un contexte qui vous impose un vocabulaire et tout ça, donc ça marche. Hein. Parce que moi, je crois personnellement que dans une élection présidentielle, on va vraiment élire un programme. Je vous promets. C'est-à-dire, on peut le négocier autant qu'on veut, tant qu'on est dans un contexte normal. Le CRAC, c'est plus un programme qu'un parti ou un sigle ou un... Et c'est sur la base de ça. Aujourd'hui, le CRAC ne propose pas... Le CRAC propose envoie à l'élection un programme, une approche de développement. C'est-à-dire qu'on se plaît à dire, nous, on est un parti de développement. C'est ce qu'on appelle enrichir l'espace politique. C'est-à-dire... Justement, jouer avec ces cartes de oui, si tu fais le pouvoir, c'est pour la conquête du pouvoir, avec le contexte de personnification, parce que dans notre environnement, la pratique de la politique est à la personnification. Quand je parle de conservation de pouvoir, ce n'est pas juste le président. Lui, il a une conséquence. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour que le maire reste maire, le préfet reste préfet, le sous-préfet reste préfet, le ministre ministre, président, il faut que Paul Biya, lui, reste président. C'est-à-dire c'est un équilibre de conservation qui fait vivre le statu quo. C'est ça qu'on appelle un système de conservation de pouvoir. Chacun est à sa place. Le leader de l'opposition est à sa place. L'autre leader qui est à sa place est à sa place. Et puis après, il y a des gens qui ne sont pas satisfaits en bas, qui essayent de retrouver cette place-là. Et nous, personnellement, moi je pense que ce n'est pas un parti. Nous, en tant que parti, on ne va pas. Comme un parti, mais vous n'êtes pas à la conquête du pouvoir, vous êtes à une nouvelle politique à changer. On essaye d'envoyer ce qu'on appelle un programme. Cette proposition, on l'a faite quand on n'était même pas un parti. Un programme pour être élu et donc pour exercer le pouvoir. On va encore aller plus loin, mais de manière plus réaliste. Quand on était acteur de la société civile pleine, c'est-à-dire à l'ACDIC, on a fait un programme, on a fait une proposition aux différents candidats à l'élection présidentielle. C'est une proposition du développement du Cameroun par l'agriculture. Une connaissance et une science que nous avons. On en était totalement sûr. On l'a amené, je crois à l'époque, il y avait 23 candidats qui étaient candidats à cette élection présidentielle. 2011. Il y en a 19 qui ont signé ce truc, mais parmi les autres qui n'ont pas signé, malheureusement, il y avait le monsieur qui a gagné l'élection présidentielle, dont tout d'un coup, on est passé à autre chose. Mais à force de plaidoyer, parce qu'on est vraiment ce que nous on appelle un parti du ras-le-bol, à force de plaidoyer, à force de propositions, quand on a découvert le mur fondamental qui existe entre la volonté sociétale et la volonté politique, entre la proposition et la volonté politique, on s'est dit, si jamais on n'arrive pas à régler ce problème, en tant qu'acteur de la société civile, peut-être qu'il faut l'amener de force au Parlement. Peut-être qu'il faut politiser de toutes les manières la problématique du développement du Cameroun par l'agriculture. Dès l'instant où c'est ça mon objectif fondamental, c'est pour ça que je suis là, parce que je veux que dans l'agenda de développement du Cameroun, on puisse inscrire en ligne rouge le développement du Cameroun par l'agriculture, parce que de connaissance, c'est le mécanisme fondamental pour nous. Politiquement, on en est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas de dire, oui, si vous nous donnez le pouvoir, on va le faire. Si jamais ils étaient assez intelligents, tous les autres aussi, ils se diraient, ouais, peut-être que c'est pas une mauvaise idée, on pourrait intégrer ça. Sur la base de ça, je vais bien faire une coalition, tu vois ce que je veux dire? Mais... Donc si les programmes se ressemblent, les idéologies se ressemblent, on converge dans... Non, mais quand tu vas même plus loin, c'est le peuple, Carole. On a une difficulté, c'est de se rendre compte que c'est pas un parti. Dans la situation actuelle du Cameroun, c'est pas un parti qui peut avoir la clé, parce que tu ne peux pas se battre contre cette machine, celle-là, en tant que parti. La machine RDPC? Oui, c'est vraiment une grosse machine, un parti État. Mais tout le monde le définit comme il veut, mais ils savent très bien ce que c'est. C'est très difficile parce que le seul parti d'opposition, en fait, qu'on a au Cameroun, c'est le RDPC. C'est le seul qui peut s'opposer à lui-même, et c'est le seul qui, si jamais ça va pas bien, si ou jamais qui s'oppose au bonheur des populations, c'est le même. Le reste, ils sont juste là. Si jamais on n'arrive pas à donner au peuple, à mettre le peuple... Oh, mais je suis juste... Non, que vous faites, c'est pas du rap. Non, c'est pas du rap, c'est de l'éloquence, monsieur Simon Meyanga. Peut-être qu'on devrait changer notre manière de parler, on devrait enlever de l'arrogance, de la personnification, mais mettre au centre de notre débat à chaque fois l'aspiration profonde de nos populations. Votre arrogance ne fait pas couler l'eau.
Votre arrogance, ça ne met pas le pain dans le panier. Regardez comme ils sont. Ça ne sert à rien de dire oui, non, nécessaire. Je vous dis, c'est une réussite. Mais la conséquence sur la vie des populations, c'est pas une réussite. Nous ne sommes voilà, pas donc, allez-y doucement. Les autres qui doivent se débrouiller. C'est vrai, il y a des questions de société. Nous en sommes conscients, il y a des questions de société, il y a des insuffisances dans notre politique. Mais nous disons, notre objectif, c'est d'apporter le bien-être aux Camerounais. C'est d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Tout le monde ne peut pas avoir le bien-être. Vous pouvez me citer un pays dans ce monde où tout le monde a accès au bien-être? Non, monsieur. Donc notre volonté, c'est de permettre au grand nombre de Camerounais de voir leur vie changer, leur quotidien changer. Et là-dessus, vous viendrez sur le terrain de la campagne électorale, c'est vrai, vous allez dire que c'est la propagande. Vous affronterez programme contre programme. Vous affronterez donc programme par programme, nous vous dirons ce qui a été fait, nous vous dirons ce qui n'a pas été fait et pourquoi, mais pour l'instant, nous sommes sur le terrain de tout cela. Non, mais c'est pas vous l'adversaire. L'adversaire au développement, si je peux terminer là-dessus, je vous en prie. Et chaque fois qu'on se trompe, nous, acteurs politiques, on se trompe parce qu'en fait, notre véritable adversaire, c'est pas le RDPC. C'est qui? C'est le peuple. Le véritable adversaire des acteurs politiques, c'est le peuple. Parce que c'est ce dont ils ont besoin. Merci. Et c'est contre eux qu'ils se butent sur le terrain. Vous l'avez déjà dit. Professeur Leka Essomba, certains ont tendance à dire que les partis politiques devraient moins penser aux coalitions, mais et plutôt travailler d'autres éléments qui entrent dans le système politique, notamment être plus aujourd'hui pointu sur la question par exemple de la réforme du code électoral. Est-ce que vous comprenez des gens qui veulent ramener les partis politiques sur la bataille du code électoral plutôt que de se mettre ensemble pour faire front commun encore contre que l'un l'adversaire? n'exclut pas l'autre. Encore que l'un explique. Oui, voilà. Oui, je crois que en fait j'aurais pu utiliser la même formule que lui. La vie politique ou l'adversité politique est un tout. Et donc, on ne sait jamais par quoi on pourrait passer pour atteindre son objectif. L'objectif ultime de tout parti politique reste quand même avant tout d'accéder au pouvoir pour mettre en œuvre un projet de réforme ou de transformation de la société. Et donc, c'est pour ça que je n'ai presque jamais compris pourquoi est-ce que entre politiciens, on tapait souvent sur celui qui demandait aux gens d'aller s'inscrire, tantôt en estimant que la vraie priorité, tout cela va de pair. Et je pense qu'il y a une vieille demande des réformes de notre processus électoral. Il y a eu des efforts qui ont été faits qui demeurent totalement insuffisants. Il n'y existe pas jusqu'à ce jour un consensus de toute la classe politique sur les lois pertinentes qui peuvent permettre que la compétition et la concurrence politique sur le terrain soient faites sans polémique. Et donc, autant il faut travailler sur cet aspect, autant il faut travailler massivement à faire inscrire les gens sur les listes électorales. Aujourd'hui, et moi c'est parfois regrettable, au sortir de l'élection présidentielle de 2011, les partis qui, disons, sont portés à la question du changement auraient dû tout simplement se rendre compte que les jeunes gens qui devaient voter en 2018 étaient peut-être en seconde, ou en troisième, ou en première. Et donc c'est sur ces segments stratégiques et c'est sur cette incapacité, cette paresse parfois à une projection approfondie, on reste encore sur les mêmes espaces, on ronronne les mêmes polémiques, les mêmes chahuts, ça tourne en rond. Et donc c'est ça qui fait que, de manière dominante, les gens ont l'impression d'une certaine lassitude. Je chute juste en disant que il y a des erreurs qu'on fait aussi. Le charisme personnel à distinguer du charisme politique. Le charisme personnel peut aider à construire un charisme politique. Et ce qui se passe dans la configuration du cycle que j'essaie de développer, c'est que d'une manière ou d'une autre, nous sommes dans une dynamique de génération. Il y a une génération qui arrive à épuisement, c'est une génération qui n'est pas simplement une génération d'hommes. Il s'agit d'une génération politique, enfin, c'est un espoir. Et moi je note, j'ai écouté tout à l'heure l'échange entre Siméon et Valsero, moi j'ai noté depuis presque 10 ans que j'écoute, que je lis et que j'analyse les discours du président de la République, c'est que le président de la République, il m'est arrivé de faire cet exercice à certains de mes étudiants,
de prendre un extrait de son discours, de leur demander d'analyser, de me dire qui en est l'auteur. Et donc lorsque vous lisez certains fragments du discours du chef de l'État, vous avez l'impression que c'est le leader de l'opposition qui s'exprime. Donc il dénonce l'inertie, l'inertie de l'administration, il dénonce parfois même son gouvernement qui lui arrivait à un moment à ne pas mettre en œuvre le budget parce que, etc. Donc cette critique permanente, cette autocritique permanente présente dans le discours public du chef de l'État doit quand même aussi nous interroger. D'accord. Alors, on sort par, si vous le voulez bien, la question de si vous arrivez à bâtir votre coalition. Vous avez fait des approches avec le SDF, je l'ai dit en début de cette émission, parlant du MRC. Comment vous désignerez vos candidats? Effectivement, il n'appartient pas au MRC de tout décider. Je vous ai parlé d'un comité exécutif technique. D'accord. La coalition veut dire que chacun arrive et chacun propose. On n'a pas peur de travailler. C'est l'objectif qui peut être fixé dès le départ. Maintenant, c'est le consensus. C'est une trajectoire consensuelle qui organise tout. Parce que si je me mets à dire ici, c'est comme si le MRC a tout pensé. Non, le MRC invite les leaders d'opinion, les leaders des OSC, comme je vous ai dit, des partis politiques et même parfois religieux qui peuvent avoir un mot à dire. Même des personnes qui ne sont pas forcément encartées dans une sphère partisane, qui peuvent avoir un mot à dire. Mais c'est de ça qu'il s'agit, s'asseoir même déjà d'abord et de dire nous devons arriver là et puis si nous voulons le faire, il faut que nous nous mettions ensemble. Le blocage, excusez-moi de me répéter, le blocage c'est de faire fixation sur la présidentielle. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, toutes les analyses qui fusent là, c'est qu'on voit que la coalition et finalement on parle de personnes. C'est une réalité parce que le sociologue observe ce qu'il voit. Sauf que une proposition existe, celle de dire voilà, mettons-nous ensemble parce que le changement il est nécessaire, il est plus qu'indispensable. Et même sur le terrain, vous aurez à choisir des candidats lorsque vous allez occuper véritablement cet espace géographique. Oui, nous-mêmes au MRC, puisque vous appelez des gens à venir avec vous occuper l'espace. Des militants, oui, forcément. Ce sont des gens qui vont se présenter, des Camerounais militants, qui diront, bon, j'ai suffisamment travaillé dans cette zone, je la maîtrise, je connais ses problèmes, je pense que je peux. Et si je peux, mon équipe et moi, nous pouvons remplir les conditions. Ok, comment est-ce que vous procédez là-bas? Si c'est par des primaires chez vous, parce que, par exemple, nous avons des fédérations communales, toutes nos instances, où il existe des instances où de façon consensuelle ça a été décidé, mais il existe aussi des instances où ils ont procédé au vote. On se rassure juste que les militants sont d'accord pour... Et puis, si ils arrivent à proposer eux-mêmes leur propre bureau pour aller aux élections, ce que le parti peut faire, c'est s'assurer qu'ils sont en train de bien travailler et entériner. D'accord. Bassero, est-ce que du côté du CRAG, le combat de la réforme du code électoral est d'actualité? Je crois que c'est pas seulement du côté du CRAG. Il y a des choses qui concernent le pays tout entier. Un problème comme le code électoral, il n'est pas seulement politique, il est aussi sociétal, donc il interroge aussi beaucoup de citoyens, ceux qui veulent se mettre dans la politique plus tard, ceux qui veulent être sûrs qu'ils participent à un jeu tout à fait bien équitable. Donc c'est déjà ça quand je vous dis que quand chacun dit à eux c'est les politiques, c'est à eux de faire ceci. C'est comme si toi tu décides, toi en tant qu'électeur, que bon c'est à eux de faire et moi je vais aller voter même si le jeu est mal joué. C'est cette démission qu'on se donne nous-mêmes qui fait que le jeu de l'opposition soit compliqué à gérer. Parce que le non, entre guillemets, politique, parce que finalement tout est politique, même l'idée de ne pas faire de la politique est une politique. Donc oui, mais ici là même au Cameroun, c'est encore une plus grosse politique. Parce que ne pas faire de la politique, ça veut juste dire ne pas avoir les problèmes avec le parti État. Donc pouvoir vivre sa vie tranquille. C'est ce que ça veut dire ne pas faire de politique. Donc à un moment donné, quand vous avez des définitions qui changent comme ça, le problème avec la coalition, toutes les tentatives de solutions que les gens veulent apporter et tout. Moi je dis tout ça c'est bien. C'est même à encourager. Parce que si jamais on ne multiplie pas des mécanismes pour pouvoir trouver un moyen de proposer une alternative, un espoir pour les prochaines années,
Mais au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on interroge aussi nos mécanismes. Et aujourd'hui, je crois que la coalition, par exemple, qui n'est pas un nouveau mécanisme, doit être alors interrogée. Qu'est-ce qui n'a pas fait que ça marche avant? Pourquoi ça n'a pas marché et tout? Pourquoi ça marcherait dans ce contexte? Et surtout les objectifs. Parce que je peux prendre par exemple un parti comme le MRC, par exemple, qui n'est pas dans l'optique, par exemple, des autres partis qui disent élection présidentielle. Mais il faut qu'il soit sûr que les autres sont aussi dans cette dynamique-là. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a des populations aussi. Mais la pratique de la politique contextuelle dans notre système veut qu'on passe plus à la personnification. Et c'est ça notre défi aujourd'hui. Le défi de l'opposition et de la politique, même pas de l'opposition, parce que de toutes les manières, on croit que c'est à l'opposition de régler le problème. C'est à tout le monde de régler le problème. Le défi à relever, c'est de pouvoir faire que la plupart des Camerounais soient impliqués dans la gestion de la chose publique, soient impliqués dans des politiques publiques, soient impliqués, qu'ils puissent donner leur avis, qu'ils sentent qu'ils existent et qu'ils appartiennent. C'est ça qui fait qu'il y ait de la lassitude. C'est de se battre pour que les gens se sentent appartenir à une communauté, appartenir à des décisions. Et tout le monde en serait gagnant. Le jeu serait pertinent, mais là c'est compliqué. Merci. Professeur Leka Essoma, je serai avec vous sur cette question de la coalition. Est-ce qu'une candidature unique est encore une fois envisageable au Cameroun, dans notre système, c'est-à-dire en tenant compte de notre code électoral qui ne prévoit pas une élection à 2 tours par exemple, en tenant compte de la pluralité des partis politiques et du flou sur l'idéologie. Sur les réseaux sociaux, des gens s'amusent à se dire, écoutez, on va élire celui qui est à même de représenter mieux l'opposition camerounaise. Est-ce que c'est envisageable? Si oui, dans quel type de critères? Oui, mais une candidature unique, c'est toujours envisageable, mais dans les circonstances actuelles, je vois pas une telle idée prospérer. Lorsqu'on écoute la plupart des acteurs, qui soient de l'opposition au sens actif, que ce soit ceux qui on considère comme les électeurs, en tout cas les tendances, c'est que beaucoup, depuis longtemps, fantasment effectivement une candidature unique, qui n'a jamais eu lieu et qui probablement n'aura jamais lieu, en tout cas à très court terme. Et en fait, c'est ça qui rejoint, c'est une vieille obsession que je tourne en rond tout au long de cette émission. En fait, au-delà du comportement des acteurs politiques, quelque part les acteurs politiques expriment aussi les tendances culturelles de nos propres sociétés de manière profonde vraiment. C'est-à-dire que nous sommes depuis longtemps rentrés dans une culture sociale de la corruption. La corruption, pas au sens des détournements des deniers publics, mais la corruption comme quelque chose qui brouille la frontière entre le vrai et le faux, le juste et l'injuste. Et donc, dans cette culture sociale de la corruption, ce qui se passe, c'est que le modèle d'individu type, le modèle de Camerounais type, c'est celui qui se préoccupe d'acquérir ou de préserver des positions et non pas de défendre un projet. Et donc la plupart, j'allais presque dire d'entre nous, mais c'est un nous tout à fait le nous global. De Valsero tout à l'heure, de tout le monde donc, est impliqué dans la chose publique. C'est-à-dire que nous passons tellement de temps à chercher à préserver des positions ou à les acquérir, et nous passons très peu de temps à défendre vraiment des projets dans lesquels nous noyons notre individualité, notre propre égoïsme pour travailler à quelque chose qui sera meilleur. Et donc c'est du sommet à la base. C'est-à-dire que et là, Simon va me reprocher d'être un peu caricatural, c'est-à-dire que si vous voulez changer la Constitution, vous modifiez juste ce qui peut vous permettre de préserver votre position. Et donc ce comportement, qu'il soit vers le haut, même vers le bas, dans tous les milieux intermédiaires, nous passons incroyablement notre temps à préserver et acquérir des positions. Et donc ça a durablement marqué, imprimé, n'est-ce pas, les avatars de la vie politique actuellement, au point où c'est pour ça que je vous disais que tout se concentre sur la question du leadership. Alors il se trouve que le leadership actuel est épuisé. C'est-à-dire que les gens sur le terrain expriment une demande de renouvellement, veulent voir de nouvelles figures, veulent entendre d'autres voix, ne veulent plus voir les mêmes figures qui appartiennent en tout cas à tout un cycle. Et si cela est fait, est-ce que ça peut changer des choses? Parce qu'il y a effectivement dans des partis politiques avec le mécanisme des primaires, il y a
probablement des nouvelles figures qui vont émerger. Au Social Democratic Front, par exemple, Ni John Fundi est probablement pas candidat à la présidentielle, donc forcément il y aura quelqu'un d'autre qui va se présenter. Donc le mécanisme des primaires pourra donner naissance ou bien projeter sur la scène publique des visages qui sont nouveaux. Est-ce qu'à ce moment-là, le rapport de force pourra donc changer? Mais le mécanisme des primaires, je ne sais pas sous quel format ou sous quelle formule il est envisagé, mais les véritables primaires qu'il faut essayer d'imaginer, c'est pas aujourd'hui qu'il faut les imaginer. Tout ce qui se passe en ce moment, en réalité, c'est de la distraction, ça ne va déboucher sur rien. C'est-à-dire que ne nous attendons pas à un grand bouleversement, sauf accident politique majeur après 2018. Donc, c'est pour ça que je dis, si vous voulez organiser un processus de transformation significative de la scène politique, vous le commencez longtemps avant. Vous commencez à envoyer des signaux. Vous vous engagez dans un mouvement. Moi, j'imagine par exemple qu'un certain nombre de partis politiques auraient pu imaginer effectivement des primaires, longtemps même avant l'année électorale, avec des acteurs de la société civile partout, pour commencer à préparer, disons, ces élections comme une forme, disons, essayer d'expliquer de manière permanente aux gens que l'élection est une fête. Il faut que tout le monde participe de cette fête et donc engager des démarches beaucoup plus longues, beaucoup plus durables. Mais je suis très sceptique, particulièrement sceptique sur les jeux de dernière minute qui s'opèrent en ce moment. Les échauffements de dernière minute ne pourront pas modifier le cours du match. Simon Mayanga, ça vous arrange, non, de votre côté? On n'entend pas beaucoup de bruit, tout semble... Non, nous savons que nous avons tous, nous sommes l'adversaire de tous. Vous avez tous contre un? Nous sommes un contre tous. Et c'est pour ça que nous travaillons à notre propre survie politique. Et que nous n'allons pas, sauf à nous payer la consultation, donner des pichenettes à l'opposition. Surtout pas donner votre recette à vous. Votre recette, c'est justement d'être auprès du peuple, d'inscrire le maximum de nos militants et de les sensibiliser le moment venu de faire le bon choix. Qui pour nous, je répète encore, malgré le fait que l'on veut savoir ici pourquoi est-ce que nous cramponnons à dire que pour nous là, le champion pour la prochaine élection présidentielle, c'est le président Paul Biya. Maintenant, pour ce qui est du renouvellement, ce n'est pas au RDPC qu'il faut donner des leçons de renouvellement de sa classe politique. Vous avez vu, lorsqu'on sort des législatives, lorsqu'on sort des municipales, le taux de renouvellement tourne autour de 70-80%, que ce soit des députés, que ce soit des maires, etc., etc. Lorsque nous sortons des opérations de renouvellement des bureaux des organes de base, il est sensiblement le même. Maintenant, et c'est ce peuple-là qui demande au président Paul Biya de se représenter à l'élection présidentielle. Maintenant, nous allons travailler nous travaillons pour, et j'espère que l'opposition qui nous a écoutés aujourd'hui a pris des leçons de ce que l'analyse du professeur Leka dit qu'ils font de la distraction. Parce qu'il est trop tard. Ce n'est pas à la veille d'une élection qu'on se réveille pour imaginer des coalitions, pour imaginer des processus qui... Ils devraient même ne pas aller à cette élection. Pourquoi ils y vont même? S'ils y sont, si les gens comme Walter s'expriment ici avec tant de véhémence, avec tant de liberté... I'm the general. Non, je l'ai arraché. Monsieur, non, je l'ai arraché. Rien à voir avec les lois sur les libertés, je vous mets... Non, s'il vous plaît, je vous mets au défi de démontrer qu'à l'Assemblée nationale, nous avons un sociologue. Aucun parti de l'opposition n'a voté les lois sur les libertés. Aucun parti de l'opposition n'a voté des lois qui ont permis, malgré les insuffisances, l'amélioration du système électoral au Cameroun aujourd'hui. C'est le RDPC qui est bien comptable. Mais c'est ces avancées. En 1990, est-ce qu'il y avait depuis 92, le SDF est à l'Assemblée nationale. Laissez-moi vous le dire. Le SDF est à l'Assemblée nationale depuis 92. Le sociologue a dit quelque chose de fondamental et c'est maintenant que je viens de le comprendre. Simon, donne-moi une minute. Pardon, s'il te plaît. Permets qu'il termine. Vas-y, il faut apprendre à partager. Oui, partage, je te donne. Bon, voilà, merci beaucoup. Tu vois quand s'il te plaît, monsieur, il nous reste 10 minutes, on va terminer. Je voulais dire que
le RDPC a beaucoup travaillé pour l'ouverture, pour l'accès aux libertés dans ce pays, pour la liberté même d'expression, pour la multipartisme. C'est pour ça que vous pouvez vous exprimer aujourd'hui. On va être comptable de la mort ou alors de la faiblesse de l'opposition. Il faut bien que l'opposition existe, il faut bien que l'opposition participe au jeu démocratique et que ce jeu démocratique soit un jeu démocratique crédible. Juste te rappeler que si le code électoral n'a pas été voté par l'opposition, c'est parce que l'opposition était justement contre le code électoral dans la forme. Vous ne trouverez jamais dans aucun pays des acteurs politiques unanimes sur une loi électorale. Je voulais juste dire une dernière petite chose. J'allais dire, ce parti a tellement travaillé pour l'ouverture politique qu'il y a des militants qui ont marché contre la démocratie, contre le multipartisme. Oui, ça fait partie de l'histoire du Cameroun. Oui. Moi j'ai compris finalement, parce qu'à chaque fois quand je viens quelque part, je dois partir avec quelque chose. Mais j'ai vraiment compris ton mécanisme sur le cycle. Je crois que je vais aller... C'était bien compris. Non. Ce que je voulais dire, c'est que je suis d'accord avec lui sur une chose. Oui, il n'y a rien à attendre de cette élection. Elle est pliée. Oui. Mais aujourd'hui, on est vraiment à la fin de cycle. 2018 plus 7 Non. Aujourd'hui, il faut juste se dire, on a pris du temps pour comprendre que le mécanisme qu'il faut mettre sur pied, parce que vous l'avez gagné, cette bagarre. Après 34 ans, c'est bon. Rien n'est gagné auparavant. Je suggère qu'on aille en Ngaoundéré, la ville Château d'eau, qui a pourtant soif, elle a très soif. Des coupures d'eau, des travaux sont en cours sur le réseau et c'est la raison principale, dit-on, qui justifie donc ces coupures d'eau. Mais notre reporter explique aussi que le réseau est obsolète et défectueux. Il pose beaucoup de problèmes au château d'eau du Cameroun. C'est le reportage de Eric Guélé que nous avons choisi de vous diffuser aujourd'hui en guise de reportage de la semaine. Le système d'approvisionnement de la ville de Ngaoundéré en eau potable a plus de 40 ans d'âge. Centre de traitement, canalisation et tout le réseau de distribution n'ont plus la jeunesse d'antan. Et c'est cela qui pourrait expliquer le rationnement, voire la pénurie d'eau potable au robinet que traverse la ville de Ngaoundéré depuis bientôt un mois. Dans nos archives, nous avons retrouvé la dernière grande messe tenue en Ngaoundéré en début d'année 2017 sur cet épineux problème. Les installations qui sont actuellement faites dans notre ville datent de plus de 40 ans. Ces installations ont de l'âge, elles sont devenues naturellement obsolètes, vétustes et dégradées. C'est à partir d'ici, sur les bords de la Vina, que le mal est perceptible et de nombreux membres du gouvernement y ont déjà fait un tour. La réhabilitation, le renforcement et l'extension du système d'alimentation en eau potable de la ville de Ngaoundéré fait partie de la composante C d'une vaste campagne d'investissement de la CAMWater, fruit du partenariat conjoint entre l'Agence française de développement de l'État camerounais et de la Banque européenne d'investissement. Le projet vise l'augmentation des capacités de production du centre de pompage et de traitement d'eau de Wakwa de 6200 m3 jour à 12 499 m3 jour, soit le double de la production actuelle, le relèvement de la capacité de stockage à 4850 m3 jour, la pose de 70 km linéaires de différents réseaux et la construction de 70 bornes fontaines. Les travaux sont dits en cours et s'achèvent dans 18 mois. D'ici à là, il y aurait alors une amélioration de l'ordre de 70% du taux de desserte dans la ville de Ngaoundéré. En attendant, les populations boivent la coupure d'eau jusqu'à la lit. Serge, d'où on voit bien que les populations de la Dama ont soif et voilà les raisons expliquées donc dans ce reportage de la semaine. Ça fait partie des priorités du MRC de donner de l'eau et de l'électricité à tous le moment venu lorsque vous arrivez au pouvoir. Tout à fait. L'eau c'est la vie. Bon, mais j'allais dire ce reportage m'inspire, je vais dire 3 grands mensonges finalement qui ont été servis par ceux qui ont la gestion des services publics de l'eau. Quand j'étais à l'école primaire, j'ai appris que l'eau était incolore. Au lieu d'évoluer, et à l'époque quand je rentrais à la maison,
j'avais l'impression d'être dans un laboratoire. Ce que l'on m'a dit théoriquement, j'arrivais à la maison, l'eau était vraiment incolore. Après plusieurs années, je vois l'évolution. L'eau n'est plus incolore. Je ne sais pas pourquoi. Elle est déjà bel et bien colorée. Après, plus tard, peut-être au lycée, on m'a appris que le Cameroun est le deuxième réseau hydraulique en Afrique. Ça veut dire qu'on ne peut pas, on ne doit jamais manquer d'eau. Là encore, ceux qui ont la gestion des services publics de l'eau ont réussi à faire mentir cette réalité. Je me pose vraiment la question de savoir si le Cameroun est le deuxième réseau hydraulique en Afrique. Et finalement, un autre mensonge, c'est... On nous a aussi fait comprendre que la Damawa, c'était le plateau d'où nous sortait toute l'eau que nous avons pour boire, le château d'eau. Et finalement, si la Damawa n'a plus d'eau, est-ce que c'est vrai que c'est là-bas que c'est de là que tout l'eau la sort? Donc, je me rends compte que nous vivons sur du mensonge. Les éléments le démontrent. Simon Mayanga, un mot aussi de ce reportage. Alors, je me demande si les analyses que développe le MRC par rapport à cette situation qui est conjoncturelle n'arrange pas Canal 2, ne vous arrange pas Carole, parce que parfois les sujets ne sont pas anodins. C'est pas moi qui choisis les reportages à Canal 2. C'est toujours moi qui les choisis encore pour ceux de Canal 2 qui sont discutés tout de suite. Et c'est pour ça que je vous donne la parole pour vous arrange. Mais je dis tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que le réseau de distribution d'eau, qu'il soit de l'eau, qu'il soit de l'électricité, a eu beaucoup de problèmes au niveau du transport. Au niveau du transport, je ne veux pas expliquer la crise économique, la conjoncture économique qui a frappé toutes les... Mais moi je sais que le ministre de l'eau était à Ngaoundéré il y a quelques jours. Justement. Pour suite à cette situation-là qui va être réglée. Ce n'est pas un problème de production d'eau, mais il me semble que c'est un problème de vétusté des canaux de distribution. Qui entament la desserte. Qui entament donc la desserte. Et qui va être taclée, la vétusté elle-même qui est due à des questions de conjoncture économique difficiles qu'a traversé le Cameroun et qui font que même à Yaoundé, vous avez vu les grands travaux qui sont menés à Yaoundé, c'est pour remplacer les vieilles canalisations et permettre donc une desserte en eau qui soit la plus bonne possible. Donc prenez votre mal en patience. En politicien et gentleman, on ne parle pas de mensonges parce que il faut savoir manier la langue, il faut savoir manier le vocabulaire politique. Il s'agit là de dire la réalité des faits. C'est un mot qui se trouve dans le dictionnaire. Est-ce que j'ai inventé? Merci beaucoup. C'est bien le préfet, c'est bien le gouverneur de la région de la Damawa qui a dit l'état de la situation. Et Dieu sait que le gouverneur est au service de l'État. Donc l'État du Cameroun ne ment pas. L'État du Cameroun dit la vérité au Camerounais et présente la situation réelle au Camerounais. Merci monsieur, je ne vais pas permettre qu'on y aille tous parce que l'heure qui nous est impartie donc est achevée. Merci le professeur Armand Lekaïsova d'être venu sur ce plateau. Valsero, merci à vous. Serge Zou, je me plais à vous appeler le théoricien du MRC. C'est avec beaucoup de plaisir que l'on nous retrouvera plus tard ou dans nos prochaines éditions. Simon Mayanga, le plaisir est renouvelé. Merci, je vous retrouve avec plaisir. Ça faisait longtemps, on ne s'était pas retrouvés sur un plateau. Je vous dis bon dimanche à vous également qui avez regardé à la maison. À la semaine prochaine et merci de rester sur Canal 2 International.